Il y a une chienne aussi qui m'a énormément marquée. C'est une chienne qui fait des attaques, des AVC. Et donc, il y a une des bénévoles du refuge qui me la présente. Dans la semaine qui suit cette pré-rencontre où je l'ai vue de loin, elle vient me voir, en fait, cette chienne. Et j'ai pas besoin, finalement, d'aller la voir en vrai. Elle vient à moi et elle me montre cette soigneuse et elle me dit « Moi, je veux que tu l'aides ». Et juste après, elle m'envoie une image. C'est quelque chose dans un univers beaucoup plus sombre. Il y a une chambre. J'ai pas les images très claires, mais je comprends exactement de quoi il s'agit, c'est-à-dire d'une petite fille et d'un abus. Comme un sentiment de prédation, en fait, de prédateur et de danger. Mais je me dis, mais comment cette chienne, elle peut avoir cette information, puisque finalement, elle connaît pas cette dame dans son enfance, et comment moi je peux être sûre que cette information, elle est juste. Donc je suis quand même revenue, parce que je sentais qu'il fallait que je parle à cette fille. Cette chienne voulait que je lui parle à elle. Je prends un peu mon courage à deux mains et je discute avec cette personne et je lui expose ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Et elle s'effondre et elle me parle de son enfance, de son oncle, et que c'est quelque chose qu'elle a complètement occulté, mais qu'aujourd'hui elle a beaucoup de problématiques dans sa vie de femme. Puis en fait, elle m'ouvre complètement son monde intérieur, et je me dis, c'est fou. Enfin, presque j'aurais voulu qu'elle me dise que c'était pas vrai, parce que ça m'aurait rendu service à ce moment-là. Et là, je pense que c'est à partir de là où j'ai commencé à vouloir essayer avec d'autres animaux pour voir si c'était juste un hasard, ou si cette expérience pouvait se répéter, jusqu'où ça pouvait aller en fait. Il y a un non-retour en arrière. Là, tu peux plus faire semblant en fait que ça n'existe pas. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Aurore Pramil, qui est une experte de la communication avec les animaux. Alors ça paraît un peu dingue, mais elle va nous parler évidemment de son parcours. Et j'ai découvert ce sujet en m'intéressant aux Telepathy Tapes, qui est une série de podcasts réalisée par Kai Dickens et qui parle de personnes en situation d'autisme non-verbal qui auraient capacité psy. À un moment donné, dans les différents échanges, elle parle aussi avec des spécialistes de la communication avec les animaux. Et c'est de cette manière-là que j'ai entendu parler d'Aurore, qui a un parcours tout simplement incroyable. Et donc, je suis ravi qu'elle puisse nous présenter aujourd'hui son parcours. Bon visionnage et bonne écoute pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes. Aurore, bonjour. Bonjour. Ravi d'échanger avec toi. Et peut-être que tu peux nous dire un petit peu, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu faisais avant de te consacrer aujourd'hui à ton métier passion, on va dire. Oui, merci César. Alors, j'avais un métier qui était assez rationnel. J'ai un parcours un peu atypique, mais je pense que ce mot reviendra peut-être plusieurs fois au cours de cette interview, puisque effectivement, quand on s'intéresse notamment à la sensibilité, à la façon de percevoir le monde, on a aussi, voilà, bien sûr, une façon de percevoir le monde. Et quand tu parles de ces enfants un peu justement atypiques et qui sont capables de communiquer avec les animaux, beaucoup de personnes aussi ont ce fonctionnement-là. Donc moi, j'étais dans un métier plutôt rationnel. J'étais diététicienne et spécialisée en pédiatrie, donc dans un univers plutôt paramédical, dans l'accompagnement de l'autre, mais dans un rapport plutôt, on va dire, terre à terre, concret et bien ancré. Donc c'est sûr que la communication animale faisait pas forcément partie de mon univers. J'ai toujours aimé les animaux, j'ai toujours été très sensible. Ça, c'est des choses qui, par contre, pour le coup, ont toujours été là, mais on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Donc j'ai mis beaucoup d'années avant de découvrir mes compétences et ce que j'étais capable d'en faire. Et donc peut-être aussi aujourd'hui, on pourra en parler justement. Et parler à toutes ces personnes sensibles qui parfois se sentent un peu débordées par leurs émotions. Ouais, absolument. Moi, j'ai envie de revenir déjà avant qu'on rentre effectivement dans le vif du sujet, puisque tu en avais parlé à plusieurs reprises dans différentes interviews. Tu étais finalement dans un cadre où tu étais avec des gens extrêmement rationnels, extrêmement sérieux, et que cette approche presque scientifique était quelque chose qui te plaisait assez bien en fait. Oui, j'aimais bien être dans des hypothèses. L'approche scientifique, c'est d'essayer d'avoir des hypothèses et de répondre à ces hypothèses. Et ces hypothèses-là, elles m'ont amené sur des pistes qui étaient quand même, il y a quelques années, un peu atypiques aussi, qui sont les mémoires transgénérationnelles. Et le fait que quand on accueille un enfant, notamment sur les problématiques de poids, on se rend compte très rapidement qu'en fait, l'histoire des parents compte pour beaucoup, et pas que la génétique, mais il y a aussi l'histoire émotionnelle des parents qui impacte l'enfant. Donc, c'était des pistes que j'avais bien évidemment commencé à pousser, comme on pousse une hypothèse et qu'on vérifie à travers les expériences et les rencontres.
Et j'ai appliqué effectivement cette même façon, je pense, de voir les choses à cette pratique qui est un petit peu moins conventionnelle qu'est la communication animale. Alors justement, comment se fait cette transition? C'est quoi ta première rencontre, expérience? Parce que tu le dis effectivement dans pas mal d'interviews, on peut en revenir ici, mais c'était pas inné ou en tout cas pas forcément exprimé chez toi dès le départ. Donc comment se fait cette forme de transition? C'est une transition qui est assez liée aussi à un éveil spirituel. Donc c'est vrai qu'on rentre tout de suite dans quelque chose qui est un petit peu moins rationnel, mais la rencontre avec les animaux, elle est aussi, elle est arrivée pour me permettre de me rencontrer moi. Et elle est venue toucher des parts, je pense, qui étaient endormies, euh, et une façon de m'écouter complètement différente. Donc c'est vrai que je l'ai déjà raconté dans d'autres interviews. Il y a cette rencontre avec cet aigle qui vient me voir plusieurs fois dans la montagne, donc qui passe au-dessus de moi et qui finit par m'amener dans un rêve sur un vol initiatique, donc où je me retrouve à l'intérieur de cet aigle, je vole. Et quand je me réveille, j'entends, donc comme on entendrait notre propre voix intérieure, hein, j'entends pas une voix à l'extérieur qui me dit viens, je t'attends. Et je prends ce chemin dans la montagne seule et je vais à sa rencontre et en ayant toutes ces phrases dans ma tête qui me disent mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu fais, mais c'est pas possible, tu peux pas avoir vraiment entendu cette voix, et toutes mes contradictions en fait que je vais aller rencontrer. Et puis finalement, cet aigle est là, il m'attend en haut et il vole au-dessus de moi. Et quand il tourne au-dessus de ma tête, je ressens quelque chose de très fort que je peux pas expliquer à ce moment-là. Quelque chose qui me traverse, on va dire comme un grand frisson, quoi, si on devrait le décrire pour les gens qui nous écoutent. Un grand frisson de chaud, mais à la fois d'émotions fortes que j'ai jamais ressenti jusqu'à présent. C'est comme une dimension d'amour qui me bouleverse et je sens que quelque chose a changé en moi et ne reviendra pas comme à l'étape précédente. C'est très étrange à expliquer, j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais c'est comme s'il y avait un avant et un après. Et je reviens au chalet et je sais pas du tout ce qui vient de m'arriver, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Et donc c'est pour ça que c'est un parcours qui est à la fois empreint de spiritualité, puisque c'est aussi des rencontres, comme on aime à parler aujourd'hui, on en parle un petit peu, ces animaux totems, ces animaux guides. Mais ces animaux guides, ils sont aussi des parts de nous. Et puis petit à petit, bah, les animaux sont venus à ma rencontre et m'ont montré que j'étais capable d'entendre leurs messages et de façon beaucoup plus rationnelle et concrète, puisque là on parle d'éveil spirituel, mais il y a aussi comment leurs messages pouvaient aider leurs humains. Et donc pour revenir à mon premier métier, ben voilà, j'ai quelques patientes à qui je vais oser un peu raconter des choses qui m'arrivaient et qui m'ont confié mes premiers cobayes, si je peux les appeler comme ça, euh, et avec qui, spontanément, on était dans une thérapie, un accompagnement depuis plusieurs séances. Et peut-être qu'il y avait des choses sur lesquelles on n'arrivait pas à avancer. Et en passant par leur chat ou leur chien, j'avais tout de suite un point de vue qui était complètement différent et qui me permettait de faire un pas en avant que j'aurais jamais imaginé. Donc c'est sur ça que moi après j'ai basé mon hypothèse. Je me suis dit mais et comment les animaux peuvent avoir accès à des informations comme ça chez nous. Et donc j'ai mené mon enquête comme un scientifique mènerait son enquête, et j'ai pris voilà des cas de façon très concrète et j'ai essayé de répondre à toutes ces interrogations qui me traversaient. Avant qu'on vienne justement sur peut-être des cas extrêmement précis, concrets de ce que tu peux raconter, parce qu'évidemment, il peut y avoir aussi ce privilège, on va dire, patient, ou en tout cas personne qui te consulte par rapport à leurs animaux. Et pour revenir sur le cas de l'aigle, qui est cette forme d'initiation, au départ, tu es presque dans le questionnement de toi-même, de te dire, est-ce que c'est simplement une rêverie? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que je suis en train de fantasmer ce qui se passe? Évidemment, bah, le ressenti que tu as au moment où l'aigle passe au-dessus, après que tu aies senti un peu cet appel intérieur, comment est-ce que tu vis tout ça? Parce que tu le décris finalement, c'est pas une voix qu'on entendrait, t'entends l'aigle te parler à l'intérieur, mais c'est plus une voix intérieure ou une forme d'intuition ou de ressenti. Est-ce que tu peux décrire un peu plus ce passage-là et ce questionnement que ça engendre chez toi? C'est plein d'ambivalence en fait. C'est à la fois quelque chose de merveilleux, comme je décris, de fort, de puissant, et à la fois on n'a pas du tout l'habitude de s'écouter, on n'a pas l'habitude de se faire confiance. Ces intuitions qui nous traversent, c'est pas forcément des choses auxquelles on fait confiance. Il y a tous les paradoxes enfin bon voilà, c'est de l'imagination, c'est dans ma tête, c'est pas possible.
qui se côtoient, ces deux réalités qui se côtoient et au fond beaucoup de peur. Je pense que si je devais identifier l'émotion dominante, c'est aussi la peur. Parce que quand on sent que notre monde change, en fait, on vit sur des vérités, on vit sur des croyances, et ces croyances, elles nous rassurent. Et quand notre monde intérieur se fissure, parce qu'on se rend compte que peut-être que le monde, il n'est pas tel qu'on l'imaginait et qu'il peut être autrement, c'est tellement bouleversant qu'en fait, on se met à avoir peur, on veut pas bouger de cette réalité dans laquelle on était un peu confortable. Et donc, l'émotion dominante a été longtemps la peur d'avancer, la peur d'aller vers cet univers, de me perdre peut-être, alors qu'en fait, c'était me rencontrer. Mais pour moi, il y avait peut-être une connotation, je vais utiliser un mot un peu péjoratif, mais c'était l'idée, est-ce que je vais devenir complètement perché ou est-ce que, voilà, est-ce qu'à un moment donné, je peux perdre le contact à la réalité en partant vers ces choses-là? Et finalement, bon, la vie a montré que non, pas du tout. En fait, je vis complètement dans une réalité ordinaire, et j'ai à côté un monde extraordinaire, mais dans le sens, Qui sort de l'ordinaire. voilà. Et j'arrive à côtoyer ces deux choses-là, mais il m'a fallu vraiment du temps pour harmoniser et pour déstructurer tout un monde de croyances. Et je pense que c'est peut-être ça qui a été le plus difficile pour moi, dans la mesure où j'ai pas été accompagnée. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'accompagne des personnes sur ce chemin-là, et je me dis, oh, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'accompagne comme comme je les prends et je les accompagne. Mes élèves, je les borde vers des expériences positives. Moi, je vais pas dire que c'était aussi doux. Ça reste quand même assez fort quand on change vraiment de point de vue. Il y a quelque chose comme ça qui est très déstabilisant, parce que je suis quand même quelqu'un de cartésien, donc je me disais que tout ça, c'était pas possible. Il y avait pas d'explication. Il y a quand même à un moment donné une limite aux explications qu'on peut soi-même s'apporter. On peut essayer de le raccrocher à des choses tangibles autant que possible, mais il y a quand même des choses qui ne le sont pas, et qui vont échapper à notre conscience ordinaire, et qui sont quand même très surprenantes. Tu le décris juste après en disant j'ai eu quelques premiers cobayes finalement de personnes que tu voyais avec qui tu pouvais échanger, t'en apprenais presque plus en parlant finalement, et tu vas nous en parler, en tout cas en créant une connexion avec leurs animaux. Comment est-ce que se fait cette recherche pour toi de presque de preuves, de choses un peu tangibles que tu viens matérialiser pour te dire ok, je suis pas en train de rêvasser, je suis pas en train de fantasmer, mais j'arrive à avoir quelque part des informations que je pourrais pas avoir autrement que par cette forme de communication là. Alors, entre l'étape de l'aigle et l'étape où j'en suis à expérimenter, il y a eu quand même beaucoup d'étapes. Donc, quand j'en suis à expérimenter, c'est que j'ai déjà accepté que c'était possible quelque part et que je suis déjà dans une phase d'expérimentation. Au début, on va dire, j'ai plutôt subi des communications. C'est-à-dire, j'ai subi des échanges dans le sens où l'information m'est venue, et il a fallu que je fasse avec. Il a fallu que je teste un petit peu ce que je ressentais par rapport à ça. Et, je prends un exemple concret. Une nuit, il y avait un chien qui aboyait. Derrière chez moi, j'habitais à côté d'une école. Et le chien aboie. Et au lieu de l'entendre aboyer, j'entends coupe, coupe, coupe. Et après, j'entends c'est Alexandre. Et moi, j'entends pas du tout aboyer, en fait. Et donc, je me réveille, j'entends qu'il y a un chien. En fait, il y a un vigile avec un chien dans l'école, et on apprendra le lundi que dans l'école, il y a des jeunes qui sont rentrés dans la classe à l'époque de mon fils qui était en maternelle, et qui ont coupé des petits jouets en deux. Ils se sont amusés à les recoller ensemble. Ils ont mis la moitié de l'un avec la moitié de l'autre, etc. Et mais je me dis, mais le mot couper, couper, en fait. Et j'avais cette information de couper, 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 et c'était le chien qui me donnait l'information. Alors, bon, au début, je me suis dit, c'est une coïncidence, c'est pas possible. Donc, à chaque fois que j'avais des petites choses comme ça, je me disais, non, mais c'est un hasard, c'est une coïncidence, c'est pas possible. Jusqu'à ce que les choses deviennent de plus en plus évidentes, et tellement évidentes que je pouvais plus les nier. C'est-à-dire que les preuves, elles devenaient concrètes et tangibles sur des expériences. Donc voilà, il y a dans d'autres interviews, je raconte l'expérience avec l'éléphante du zoo, où c'est vrai que c'est une preuve concrète, puisque c'est cette éléphante qui vient me chercher, qui me demande de l'aide, à qui j'accepte
j'accepte parce qu'en fait ce message revient en boucle en fait et qu'il faut absolument que je dorme et que j'entends viens m'aider, j'ai peur, viens m'aider, j'ai peur et que cette phrase elle est en boucle vraiment, j'ai pas d'autre mot que ça et que je dis ok c'est bon je viens, demain je viens, mais arrête de me parler. Et donc déjà pour moi c'est nouveau d'interagir avec cette voix et puis de voir que ça s'arrête. Donc je me dis oh bah c'est génial, ça a marché. Tu peux redonner peut-être, Aurore, des éléments de contexte, parce que certains n'auront pas forcément vu l'interview, et je crois que tu en as parlé avec Fabrice Midal, mais simplement de comprendre dans quel contexte, et peut-être plus de précision sur est-ce que c'est la même manière que là, une forme d'intuition, de ressenti, ou là, pour le coup, tu entends vraiment une forme de voix. Alors, en fait, le contexte, c'est qu'à l'époque, ma fille était à la crèche avec la fille du directeur du zoo et j'entends son épouse qui, en venant chercher sa fille, explique aux filles de la crèche que l'éléphant est sur le point de mettre bas. Et il y a une part de moi qui me dit, ah, quelle vie incroyable. Il y a des gens qui ont des vies incroyables. Mais juste, je me dis ça. Je pense que le fait d'entendre cette information a ouvert un pont quelque part, un lien vers cet éléphant que je connaissais absolument pas et avec qui j'avais pas du tout de lien. Et donc c'est là le soir où en me couchant, je ressens vraiment sa présence et toujours pareil, j'entends cette voix, mais ça reste quand même comme si on entendait une voix intérieure. C'est pas une voix extérieure. C'est comme quand nous on se parle dans notre tête, quand on dit ah, il faut que j'aille faire les courses et qu'on fait notre petite liste dans la tête, c'est exactement la même voix. Et donc j'ai cette voix intérieure, mais le ton est différent. Et il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'émotion qui rentre. Et vraiment, quand elle me décrit j'ai peur, viens m'aider, il y a tout ça qui se dépose à l'intérieur de moi, qui fait que mon corps il se met à être en tension. C'est très désagréable et comme une sensation de peur. Donc c'est pas juste j'ai une voix, j'ai la voix plus la sensation plus l'image de cette éléphante. Et je comprends bien que ce message il est associé à elle, mais j'ai aucune idée de comment fonctionne la communication animale à cette époque-là. Je sais même pas que ça existe. Je me mets à interagir avec cette sensation et cette voix comme si c'était là, en fait, comme si c'était cette éléphante qui était là. En fait, tu reçois ces informations sans te dire d'ailleurs qu'il y a une forme de communication, puisque tu prends le parti de dire je vais venir t'aider, ça stop, et donc c'est peut-être à ce moment-là où tu comprends que il y a aussi une émission, une réception, mais en tout cas Oui. tu recevais des sensations et des informations avant ça. Voilà, exactement. J'avais pas du tout compris comment ça fonctionnait. J'ai mis quand même pas mal de temps après pour le comprendre, puisque je suis complètement autodidacte dans ce domaine. Et donc, je me suis présentée au zoo le lendemain avec un peu la peur au ventre quand même d'aller annoncer que j'avais ressenti quelque chose. Donc, c'était quand même pour moi vraiment l'idée de tomber les masques, quoi, de dire en fait je ressens quelque chose. Je vais dire à quelqu'un que je connais pas que j'ai ressenti quelque chose en prenant le risque que on me prenne pour une folle ou que on me prenne pas au sérieux ou que ce soit pas entendu, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai communiqué avec cette éléphante et que je lui ai promis quelque chose. Et il y a une part de moi qui me dit attends, là t'as promis, tu peux plus revenir en arrière. Et donc quand j'y vais, je le dis sincèrement, je dis normalement j'aide des humains. Là, il s'est passé quelque chose qui pour moi, je peux pas l'expliquer. Je sais pas ce que je peux faire, mais je sens que je dois faire quelque chose. Donc je lui présente comme ça. Et l'éléphante, elle est dans un bâtiment qui est surveillé avec des caméras. On peut pas rentrer comme ça. Donc effectivement, il faut des autorisations. Et donc la directrice va demander des autorisations aux vétérinaires, à tout le monde, et me rappelle pour me dire que c'est bon, tout le monde m'attend. Donc entre-temps, j'étais rentrée chez moi, mais moi déjà, j'avais eu ma petite victoire parce que j'avais quand même osé raconter ce que je ressentais. Et pour quelqu'un qui est sensible et qui perçoit les choses de manière intuitive et qui ose se dire que c'est bien une intuition et aller le dire à quelqu'un, c'était déjà pour moi un énorme pas. Donc voilà, j'avais l'impression d'avoir déjà réussi quelque chose et j'avais pas forcément d'attente particulière. Donc quand je suis revenue, j'étais très partagée parce qu'en fait, j'avais aucune idée déjà de ce que je faisais, de comment me présenter, pourquoi j'étais là. Donc c'était très drôle parce que je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe. Et quand on s'est rencontrés avec la vétérinaire, on a discuté simplement. Je lui ai dit voilà, j'ai ce ressenti de peur. Pourquoi elle aurait peur? Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup échangé et heureusement j'avais une personne très ouverte en face de moi. Mais je suis pas arrivée dans l'affirmation ou je suis pas arrivée en prétendant être. Je suis vraiment arrivée aussi. Je pense que c'est ce qui a beaucoup joué sur
en étant authentique sur le fait que je savais pas du tout pourquoi j'étais là et ce que je venais faire. Et eux, ils ont bien compris que de toute façon, c'était forcément que du positif. Ça pouvait pas faire de mal quelque part. Sait-on jamais. Soit il se passe quelque chose, soit il se passe rien. Mais à la limite, c'était pas très grave. Mais ce qui surtout a permis que cette rencontre se fasse, c'est que l'éléphante, elle avait perdu ce qu'on appelle le bouchon muqueux. Un peu comme quand les femmes elles vont accoucher, des fois il y a c'est pareil, cette perte du bouchon muqueux quelques jours avant la naissance. L'éléphante, elle avait dépassé son temps de gestation, donc il y avait quand même une peur aussi de savoir si l'éléphanto était vivant. Et il y avait un risque, on fait pas des césariennes aux éléphants. Donc je pense que j'arrive dans un contexte aussi où tout le monde a peur quand même. Une peur qui se renforce, j'imagine, de sentir la peur finalement des humains par Exact. rapport à la peur de l'éléphant qui a pas d'information. Et eux, ils sont très très forts aussi pour ressentir justement, je pense, l'anxiété aussi chez les soigneurs, chez les personnes qui s'occupent d'eux. Donc il y avait comme ça, effectivement, peut-être des vases qui communiquaient. Et puis il y avait une histoire aussi. Cette éléphante, elle avait vu sa mère mettre bas au zoo de Berlin, et l'éléphanto avait été tracté, comme on peut faire des fois avec les veaux. Et peut-être que cette scène l'avait marquée, où on peut imaginer que peut-être elle avait ressenti la peur de sa mère à ce moment-là, et donc elle avait gardé pour mémoire en fait cette peur-là. Et il y avait comme une résistance à mettre bas. Il y avait comme si quelque chose c'était vraiment le mot. Elle avait peur, quoi, en fait, hein, Ça, ce sont les soignants qui te le disent ou c'est une information qui t'est transmise par l'éléphant? Non, c'est la vétérinaire qui m'explique l'histoire de cette éléphante, qui me met des mots dessus, et ça me permet de mieux comprendre ce que je ressens. Et à partir de là, je me mets à lui parler comme quand je te parle là, mais dans ma tête, intérieurement. Donc pareil, j'ai aucune idée de si ça peut fonctionner ou pas, mais je lui ai parlé, je lui ai dit qu'elle allait y arriver, que ça allait le faire, qu'elle était capable, que ça allait bien se passer. J'ai pu diriger finalement ce que je vais à lui dire à partir de ce qu'on m'avait expliqué, du contexte. Et moi, j'étais neutre en fait dans l'histoire, donc j'étais sûrement moins impliquée que les soigneurs ou que les personnes qui avaient un enjeu émotionnel. J'étais complètement neutre, donc ça m'a permis peut-être d'être plus rassurante. En tout cas, tout de suite dans mon corps, et quand je suis rentrée dans le bâtiment, il y avait quelque chose qui était complètement serré dans mon ventre, qui était tendu, vraiment toute cette peur qui était figée. Et plus je lui parlais, plus ça se détendait. Et à un moment donné, ça a lâché, et je leur ai dit bon ben voilà, je pense que ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je sens plus la tension que j'avais dans mon ventre, je vais partir. Et donc ça, c'était voilà pour moi vraiment une expérience forte, parce que bon voilà, un éléphant c'est quand même un gros animal, donc l'énergie d'un éléphant dans notre corps, petit corps on peut dire à côté, c'est quand même très fort. Et et cette différence de sensation en quelques minutes, c'était vraiment marquant pour moi, parce que j'ai vraiment senti une grosse différence entre le moment où je suis arrivée et le moment où je suis partie. Et le lendemain, donc j'ai reçu un message qui me disait que l'éléphante était née dans la nuit. Et donc je reçois la photo avec l'éléphante et son bébé. Et j'ai une émotion qui me traverse, et je suis en train d'ouvrir le cabinet pour démarrer ma journée, et je me dis il y a un non-retour en arrière. Là, tu peux plus faire semblant en fait que ça n'existe pas ou que c'est que dans ta tête. Il s'est vraiment Ouais. passé quelque chose. Mais en même temps, tout de suite après, il y a, ben, comme je disais au début, cette peur de déstabilisation qui me dit mais attends, mais ta vie elle est ici, et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Et donc à nouveau cette peur du changement et cette peur d'aller dans cette voie, parce que finalement j'ai aucune explication à tout ça, donc c'est pas du tout concret. Donc ça a été vraiment une des rencontres marquantes. Il y a une chienne aussi qui m'a énormément marquée dans ce parcours, qui m'a ouvert énormément de questions et d'hypothèses dans les réflexions après que j'ai menées. C'est une chienne qui était en refuge. Je sais pas si je peux en parler, César. Bien Tu me sûr, dis, oui. m'arrête hein, si jamais. Non, non, mais absolument, parce que cette histoire est assez incroyable, donc bien sûr. Oui, c'est l'histoire d'une chienne donc à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que j'avais peut-être quelque chose à faire avec les animaux, j'ai voulu me rapprocher d'un refuge. Et pareil, sans trop savoir ce que je proposais comme service, mais j'avais présenté, je fais des soins énergétiques, ce qui n'était pas du tout le cas, mais je savais pas comment me présenter, et je savais pas encore à l'époque qu'on pouvait dire communication animale, enfin que c'était quelque chose de possiblement verbalisable.
Et donc cette chienne m'est proposée pour la rencontrer. C'est une chienne qui fait des attaques, des AVC, une petite staff. Et donc il y a une des bénévoles du refuge qui me la présente et qui me dit bon bah écoute, tu la rencontreras le vendredi suivant. Donc dans la semaine qui suit cette pré-rencontre où je l'ai vue de loin, elle vient me voir en fait cette chienne et j'ai pas besoin finalement d'aller la voir en vrai. Elle vient à moi et elle me montre cette soigneuse et elle me dit moi je veux que tu l'aides. Et juste après elle m'envoie une image euh, où c'est quelque chose dans un univers beaucoup plus sombre. Il y a une chambre. J'ai pas les images très claires, mais je comprends exactement de quoi il s'agit, c'est-à-dire d'une petite fille et d'un abus et d'un adulte qui abuse autour de cette petite fille. Il y a quand même un sentiment de prédation, en fait, de prédateur et de danger. Mais je me dis, mais comment cette chienne, elle peut avoir cette information, puisque finalement, elle connaît pas cette dame dans son enfance, et comment moi je peux être sûre que cette information, elle est juste. Et donc le vendredi suivant, je vais au refuge et je fais une grosse bêtise, c'est que j'ai l'impression que comme j'ai communiqué avec cette chienne ou j'ai échangé en tout cas, elle va me reconnaître. Et donc je rentre dans sa cage, c'est des chiens qui sont dans les catégories classées dangereux, donc ils sont seuls à l'isolement et leur cage, c'est un peu leur seul espace et leur seul territoire en fait. Donc c'est quand même important pour eux. Et donc je rentre dedans avec elle et tout de suite dans son regard, je vois qu'elle non seulement elle me reconnaît pas, mais elle est pas là. Et je pense qu'entre-temps, elle a refait un AVC et elle est vraiment pas là, la chienne. Elle a un regard tout noir et elle est absente et je sens qu'elle va m'attaquer. Et j'ai pas le temps de réagir. Moi, j'avais déjà un peu l'appréhension des chiens quand même. J'ai pas le temps de réagir. Je recule et je referme la cage derrière moi. La cage se referme et ça se fermait de l'intérieur. Et donc, je bloque la porte. Et heureusement que la bénévole était avec moi, que la chienne avait un harnais et elle réussit à attraper la chienne. Elle a eu juste eu le temps de me planter un croc dans le mollet. Elle la tire en arrière et elle me dit ouvre la porte et sors. Et donc je sors et elle lâche la chienne et la chienne se jette sur la porte et me regarde avec un regard noir et moi ça m'a saisi, j'étais complètement choquée quoi et donc j'ai pas du tout échangé avec elle sur le moment. Je suis rentrée chez moi, me soigner. Et là, j'ai tout remis en question. Je me suis dit que je faisais n'importe quoi, que je savais pas ce que je faisais réellement, que je me mettais en danger. Voilà, il y a tout plein de choses qui sont passées en moi parce que j'avais pris des risques, parce que voilà, bah, c'était complètement inapproprié et puis que effectivement j'avais pris, comme peuvent dire les jeunes, un peu la confiance. Et donc je suis quand même revenue parce que je sentais qu'il fallait que je parle à cette fille. Je suis revenue lui dire simplement que cette chienne, donc entre-temps elle était décédée, hein, cette chienne voulait que je lui parle à elle. Et quand j'avais simplement évoqué cette phrase-là, elle s'est effondrée en fait. Elle s'est mise à pleurer. Et je me suis dit mince, s'il faut, ce que j'ai ressenti est juste en fait, et cette mémoire est juste. Et donc je suis revenue encore un peu plus tard parler avec elle quand moi j'étais un peu moins à chaud aussi par rapport à tout cet événement et j'avais besoin vraiment de débriefer, j'avais besoin d'aller jusqu'au bout de ma réflexion et même si c'était très dur d'aller lui parler de ça, j'avais besoin de vérifier si ce que cette chienne m'avait dit était possible et si ça pouvait s'avérer vrai et comment cette chienne avait pu accéder à une mémoire d'un événement de cette personne sans avoir été dans sa vie et sans l'avoir connue à cette période-là. Tu vois un peu toutes les questions que Ça remet ça... complètement en question le début de ce que tu imagines possible dans ces échanges qui sont en fait pas vraiment des échanges mais plutôt une communication. Et en fait, tu te Oui, peux te parce poser que plein de questions parce qu'en plus tu te dis, mais il a essayé de m'attaquer, donc je comprends. Enfin, ça a dû être chamboulé énormément à ce moment-là. c'est, voilà, autant l'éléphante, on va dire, il y a une peur, j'y vais, elle a moins peur et ça va mieux. On va dire c'est une suite logique. Donc ça reste à peu près dans mon champ de croyances et je me dis bon, bah après tout, pourquoi pas, on pourrait ressentir les émotions. Donc on apaise une émotion, puis finalement ça va mieux. On est dans un champ qui est, on va dire à peu près entendable et qui peut, qui jusque-là m'a perturbé, mais était
quelque part dans un ordre logique des choses. Il y avait un ordre logique que je pouvais comprendre. Là, je peux pas comprendre ces logiques-là. Ça sort complètement de l'espace-temps, de comment les choses peuvent s'imbriquer. Et donc je prends un peu mon courage à deux mains et je discute avec cette personne et je lui expose ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Et elle s'effondre et elle me parle de son enfance, de son oncle, et que c'est quelque chose qu'elle a complètement occulté, mais qu'aujourd'hui elle a beaucoup de problématiques dans sa vie de femme. Puis en fait, elle m'ouvre complètement son monde intérieur. Et je me dis, mais c'est fou. Enfin, presque j'aurais voulu qu'elle me dise que c'était pas vrai parce que ça m'aurait rendu service à ce moment-là. Ça m'aurait permis de rester dans ma réalité. Et là, je repars avec encore plus de questions avec lesquelles je suis arrivée. Et puis en plus, je sais pas trop comment l'aider. C'est-à-dire que finalement, j'ai soulevé un truc, mais je sais pas trop comment l'aider. Mais je me dis bon, j'espère qu'elle va se faire accompagner. Il y a aussi le fait de transmettre un message. Et puis qu'est-ce qu'on en fait derrière finalement qu'est-ce qu'on ouvre. Donc heureusement, j'étais un peu dans l'accompagnement des personnes. Donc j'ai quand même accompagné son émotion. Je l'ai pas laissé comme ça. On a discuté pour que quand je reparte, j'ai eu quand même l'impression qu'il y avait quelque chose en elle qui s'était posé et qu'elle savait ce qu'elle devait faire de cette information. Mais quand même, ça pose question. Est-ce que c'était vraiment important pour elle de revenir sur ce souvenir dans la mesure où elle l'avait occulté? Voilà, c'était vraiment questionnant et comment cette chienne avait pu avoir accès. Donc là, je pense que dans ce que je te décris, je commence vraiment à avoir beaucoup d'hypothèses et beaucoup de questionnements. Et là, je pense que c'est à partir de là où j'ai commencé à vouloir essayer avec d'autres animaux pour voir si c'était juste un hasard ou si cette expérience pouvait se répéter et jusqu'où ça pouvait aller en fait. Et à quoi on pouvait accéder en passant par les animaux. Donc c'est vraiment un peu là pour le coup mon esprit scientifique qui reprend le dessus et qui me dit ok, en fait j'ai besoin de rationaliser ce qui est en train de m'arriver parce que c'est pas du tout rationnel, c'est pas du tout Presque comme une logique. investigation en fait. Exactement. Et je vais prendre des cas, puis je vais essayer de voir comment de là à là, ça m'amène là, et quel est l'intérêt en fait aussi pour l'humain et pour l'animal d'avoir ces échanges-là, parce que ça me pose quand même question aussi. Autant l'intérêt direct de l'éléphant qui avait peur et qui devait mettre bas, ça me paraissait évident. Autant cette chienne qui a une fin un peu difficile, où finalement elle a complètement déconnecté, et puis elle décède. Mais elle veut quand même en partant aider son humaine. C'est quand même fort quoi, comme message. Et effectivement, ça vient me chercher beaucoup plus profondément. Donc c'est à partir de là, et je raccourcis un peu parce que sinon ça va être très long, mais il y a eu plusieurs expériences de cet ordre-là qui ont vraiment marqué un gros changement en moi. Et petit à petit, je dis pas que j'ai plus de peur, mais petit à petit, je vais au-delà de mes peurs. Donc elles sont toujours là, mais je vais au-delà. Et je commence à me dire que cette intuition est vraiment, elle est là en fait. C'est pas juste une imagination. Donc je commence à accepter cette part intuitive, et je me rends compte que je suis quand même assez aidée et assez guidée. Alors là, bon, du coup, on rentre dans un sujet peut-être un peu spirituel, mais comme pour moi les choses sont liées quand même, il y a eu quand même un repositionnement, je vais envie de dire, sur le sens de ma vie. Donc après, on l'entend comme on l'entend, on peut l'accueillir, voilà, c'est complètement athée ce que je dis. C'est juste dans le sens où j'ai rencontré des parts de moi qui étaient capables. Et dans ces parts capables de se transcender, ça m'a énormément porté en fait, dans des moments plus difficiles d'exploration ou dans des émotions ou des sensations qui étaient beaucoup moins confortables. Donc je suis pas passée que par des découvertes extraordinaires, je suis passée par plein de moments où j'ai été chercher de la dualité, du questionnement, des conflits intérieurs, des paradoxes, et j'ai eu l'impression de déconstruire énormément de choses. Et les animaux m'ont appris, et je me suis rendu compte que j'apprenais des choses à leur contact, et que j'apprenais vraiment à changer de point de vue, et que ce changement de point de vue me faisait un bien fou en fait. Et c'est un message quand même extrêmement positif que j'ai envie de laisser, dans le sens où euh, non seulement les animaux ont une vision parfois pleine de sagesse, c'est pour ça que je parle aussi de spiritualité, parce que leurs messages peuvent être vraiment pleins de sagesse et nous faire évoluer.
Mais non seulement aussi, ça nous ouvre les portes vers une forme de simplicité dans la vie et de joie, euh, et aussi euh, je pense qu'on est dans une société où on se sent très souvent seul. Il y a de plus en plus, on est quand même dans l'individualisme et dans la culture de l'individu, et on s'est beaucoup éloigné de l'intérêt commun pour être dans nos intérêts propres. Et ça nous porte préjudice dans le sens où on se sent seul. Il y a quand même un gros sentiment de solitude chez beaucoup de personnes, et ça, je le rencontre énormément aussi avec la communication animale, la place que prennent les animaux dans la vie des personnes, le support émotionnel qu'ils peuvent être, qui est tellement essentiel. Mais ce que la communication animale m'a permis, c'est aussi de me reconnecter au vivant. Et en se reconnectant au vivant, on se sent vivant. Et quand on se sent vivant, on se sent dans la joie, et on a cette capacité d'aller chercher l'émerveillement, la joie, et le fait de ne pas être seul. Et je trouve que c'est vraiment les trois choses que je devrais retenir de mon parcours, ça serait ça, qui ont complètement transformé ma vie. J'interromps la vidéo juste 5 secondes. Si le contenu que tu es en train de regarder te plaît, ce qui aiderait énormément la chaîne, c'est simplement que tu puisses liker, éventuellement ajouter un commentaire et surtout t'abonner. C'est extrêmement important puisque c'est comme ça que l'algorithme me met en avant. Et tu peux aussi activer la petite cloche. C'est important pour moi et vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Et j'en profite pour faire une toute petite aparté. Je regardais sur la gauche parce que pendant 10 minutes, j'ai eu la visite d'un petit chat que j'avais jamais vu auparavant. Donc j'ai trouvé ça rigolo pendant toute l'histoire du chien. Voilà, je trouvais ça rigolo d'avoir cette petite présence à proximité. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, parce que le sentiment que ça donne, c'est qu'à chacune de ces rencontres, finalement, t'ouvres une porte que t'enfonces, qui te fait douter encore un peu plus, mais tu vas de plus en plus profondément dans finalement cette expérience et la découverte de ses capacités, comme si finalement le fait d'avoir des réponses posait encore plus de questions. Au fur et à mesure de ces expériences, forcément, tu te dis que la voie que tu prends doit changer, parce qu'au début, tu es plutôt dans la découverte de tout ça. Quelle est ta perception par exemple, quand tu parlais de l'exemple de ce chien qui te donne cette information pour cette femme, tu échanges avec cette femme et que tu la vois effectivement bouleversée, est-ce que tu sens une libération? Est-ce que tu sens que du coup, il y a un travail en commun à faire, de pouvoir puiser dans l'intelligence de cette communication pour aider et accompagner les gens? Est-ce que ça devient clair pour toi à ce moment-là? Oui, ça fait le lien en fait. Quelque part, ça me rassure parce que je me dis que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent ne me sert pas à rien, et que tous les accompagnements des personnes que j'ai pu avoir, et finalement ce que j'ai développé dans ma compétence de thérapeute, fait sens, et que je peux le relier. Et je pense que j'ai tout de suite senti la nécessité de relier l'éthique professionnelle que j'avais dans l'accompagnement au message des animaux, donc qui était une nouvelle compétence. Il y avait quelque chose qui s'ouvrait, je pouvais recevoir des messages qui étaient très percutants, et donc il pouvait faire avancer la personne, mais c'était comme une bombe. J'avais bien compris que on me mettait une bombe entre les mains. En fonction de ce que j'allais faire avec, soit je pouvais en faire quelque chose d'extraordinaire qui allait mettre un énorme pas en avant pour l'autre, soit ça pouvait être tellement percutant que c'était trop fort. Et ça, je trouvais aussi que dans la thérapie, c'était difficile quand on est dans l'accompagnement des humains. On sait jamais trop où fixer le curseur. C'est-à-dire que on sent bien que parfois il faut aller chercher chez l'autre, gratter un petit peu pour que y ait des prises de conscience, mais on sait jamais si on va trop loin. Et on se pose toujours cette question: est-ce que j'ai pas été trop fort, trop loin? Parfois il y a une émotion. Ça m'arrivait quand même régulièrement en consultation qu'il y ait des émotions fortes. Et ma question, c'était toujours quel est où est la juste place en fait. J'avais toujours cette interrogation de savoir à quel moment on aide et à quel moment peut-être on vient trop bouleverser. Et Et ce ça, qui a est-ce que été tu sens que l'animal a ce discernement quand tu reçois une information? Est-ce que tu te dis, si je reçois l'information, ça veut dire qu'il faut que j'en parle à la personne et que j'utilise évidemment le discernement et l'éthique qui va avec, ou pas nécessairement et tu vas d'abord tâtonner auprès de la personne? Alors au début non, j'ai pas du tout j'ai un peu peur en fait d'ailleurs de ce qu'ils me disent. Des fois je leur demande de reformuler. Je leur dis non non, ça je le dirai pas comme ça, reformule-le-moi, c'est trop fort. Et en fait la vie me montre et les expériences me montrent qu'à chaque fois c'est juste, et que c'est exactement ce que la personne a besoin d'entendre. Et au fur et à mesure, je me détends et je me retrouve dans une forme de confort, finalement, que j'avais pas du tout en face à face avec les personnes. C'est-à-dire que je fais confiance à l'animal pour exprimer
ce dont il a besoin et ce dont son humain a besoin. Et là, ça amène quelque chose qui est assez incroyable. C'est vraiment, on n'est plus dans la posture, on est vraiment dans une posture de transfert. On est l'intercesseur. On vient nous déposer des choses et on les transmet, mais on n'est plus dans la posture de quand on est en face à face avec un humain où on se dit bon, il va falloir avoir une stratégie, etc. Pour amener la personne à passer peut-être par là, par là. Là, je dépose ma stratégie et je fais entièrement confiance à ce que va me dire l'animal. Par contre, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a autant, c'est 50-50, c'est-à-dire le message et ce que je transmets et comment la personne l'entend, c'est 50%. Et c'est vraiment là aussi où aujourd'hui dans mon enseignement, j'insiste énormément avec mes élèves sur cette partie. C'est indispensable en fait d'avoir vraiment toute une réflexion sur faire en sorte que l'autre entende la même chose que nous on a entendu. Et on sait très bien que la communication c'est pas toujours facile. Ouais. Et donc quand on fait reformuler à la personne qu'on accompagne ce qu'elle a ressenti, on a parfois des surprises parce que elle a bloqué sur une phrase ou un mot ou quelque chose, ou elle a fait un raccourci, elle dit bon du coup c'est ma faute alors si mon animal va pas bien, c'est à cause de moi, il a pris telle ou telle émotion, puisqu'on en parlera peut-être, cette notion de transfert. Pas du tout. Justement, notre objectif, c'est d'essayer de déculpabiliser et de montrer que c'est juste un lien d'amour et que dans ce lien d'amour, il y a énormément d'échanges possibles et que nous, on est là pour simplement remettre de la circulation dans cet échange et permettre à l'humain de reprendre une responsabilité sur sa vie. Et je pense que c'est là aussi où on se laisse parfois déposséder des choses, déposséder parce qu'on va consulter et on a l'impression que l'autre pourra avoir la vérité sur nous. Et il faut faire très attention aux communications animales parce que justement, on pourrait détenir un savoir que la personne n'a pas sur son animal et donc ça nous donnerait une forme de pouvoir que je mets entre guillemets. Et ça aussi, j'ai tout de suite senti qu'il fallait faire très attention avec ça. Et, euh, et, hum, et justement, on est plutôt dans la réflexion de comment j'amène l'autre à récupérer aussi lui-même sa propre intuition. Parce que souvent, on arrive avec un message et les personnes disent ah mais je l'avais ressenti ou ça, j'avais l'impression. Donc quelque part, ils le savent aussi, c'est leurs animaux. Donc alors parfois on a des informations dont effectivement ils peuvent pas avoir accès parce que soit pour soi-même c'est difficile de voir les choses toujours, mais il y a quand même une grosse part intuitive aussi chez l'interlocuteur et c'est important de remettre le consultant aussi au cœur de ses sensations et de lui laisser la possibilité de filtrer, de trier ce qu'il a envie de croire, d'entendre et de pas lui imposer tout ce qu'on a, toutes les informations qu'on a reçues. Donc je pense que ça c'est effectivement quelque chose d'essentiel dans l'éthique. Alors tu l'évoques avec que ce soit l'éléphant, le chien, l'aigle au début, c'est cette intuition, cette communication qui est plutôt de l'ordre du ressenti. Est-ce qu'elle évolue au fur et à mesure? Est-ce que tu as une communication à un moment donné directe? Parce que tu le décris on en parlera tout à l'heure sur les sujets de formation, mais tu peux être en présence des animaux et avoir cette communication avec eux. Est-ce que au fur et à mesure du temps, tu peux nous décrire finalement comment ça a évolué? Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas besoin d'avoir l'animal à côté pour communiquer, puisque bien souvent, ça venait d'ailleurs mieux et de façon plus claire quand j'étais pas à côté de l'animal. Donc, tu parlais de télépathie au tout début, hein, mais vraiment, c'est ce canal télépathique où finalement, alors ça, c'est encore quelque chose qui bouleverse mon monde. Comment c'est possible de communiquer avec un animal sans l'avoir à côté? Mais je me rends compte que finalement, quand je l'ai pas à côté, j'ai beaucoup plus d'informations que quand il est à côté de moi. Parce que quand il est à côté de moi, je le regarde, je l'observe. Il y a le lieu sur lequel il est, il y a les personnes qu'il y a autour. Il y a beaucoup d'informations en fait autour. Tu penses que c'est du bruit et presque du mental qui vient parasiter? Oui, ça vient parasiter. Et quand je suis à distance, c'est beaucoup plus clair. Donc moi, après, c'est mon fonctionnement. Je me suis rendu compte que je fonctionnais mieux comme ça. Et donc petit à petit, voilà, j'ai développé cette partie-là. Et se sont développés aussi. Au début, j'entendais beaucoup, comme on disait, cette espèce de petite voix intérieure où j'écrivais des messages. Et petit à petit, beaucoup de choses se sont développées, comme les images, des choses plus précises dans mon corps, des sensations, parfois des odeurs ou des goûts. Par exemple, il pouvait y avoir des douleurs que j'arrivais à localiser
Et donc, je l'ai localisé dans mon corps. Et quand je comptais les vertèbres pour localiser précisément, et j'arrivais à essayer de noter exactement où j'avais mal ou comment ça se passait dans ma motricité ou dans ma mobilité, et que la personne, sans rien dire, faisait appel derrière à un ostéopathe et qui retombait exactement sur les mêmes informations, ça me permettait de vérifier que en fait les ressentis étaient justes. Donc j'ai eu besoin d'énormément de preuves. Je crois que il en a fallu beaucoup pour que je me dise que c'était pas juste une coïncidence. Ça a été très long comme chemin. Parce que il y a toujours une part qui se dit mais en fait à quel moment t'es pas en train de te faire ton petit dialogue intérieur là, et est-ce que c'est pas des vérités communes comme on peut se dire des fois, et puis voilà, ça correspond un peu à tout le monde et tout le monde peut s'y retrouver. Mais en fait, quand on regarde, non, parce qu'il y a des informations qui sont extrêmement précises et qui sont complètement différentes d'un animal à un autre. C'est des mondes différents. Parce qu'on rentre dans le monde de l'animal, mais on rentre aussi dans le monde de son humain. Et donc, autant il y a d'humains, et autant il y a de mondes différents, autant il y a d'animaux, il y a de mondes différents, et tout ça cohabite. Et puis, il y a aussi les habitats. Donc, j'ai pu visiter des maisons, des problématiques de maisons, des choses extrêmement précises dans les problématiques de maison, des problématiques électriques. Je sais pas si tu vois, les chats sont très électrosensibles. Et donc j'avais un chat une fois qui me décrivait que dans une pièce il se sentait pas bien, et je voyais comme ses poils se levaient. Et il me montrait qu'il y avait de l'électricité. Alors c'est ce C'était qu'on appelle statique ou... c'est un courant de fuite finalement. Donc il y a un courant de fuite dans une pièce qui correspondait à une chambre. Il me disait il faut pas dormir là, on n'est pas bien. Et donc j'ai pas l'image forcément de la chambre, mais je comprends que c'est la chambre. Je vois un lit quelque part. Il faut comprendre que ça utilise aussi notre propre banque d'images quelque part. C'est pas toujours une image qui correspond exactement. C'est notre propre banque d'images. Mais quand je dis à la dame, il y a possiblement une chambre dans laquelle il y aurait une problématique électrique, est-ce que ça peut vous parler? Et elle me dit, mon beau-frère a refait l'électricité de ma chambre. Ça faisait 2 ou 3 mois. Donc, il n'était pas électricien. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas été correctement fait. Mais finalement, on se rendait compte que cette information, elle était pas complètement déconnante. Elle était plutôt raccord par rapport à ce que la personne avait vécu. Donc voilà, on a comme ça des choses qui peuvent être très précises et et qui qu'on peut pas on peut pas inventer. Et moi, c'est vrai que j'ai eu besoin beaucoup de preuves. Et à un moment donné aussi, j'ai arrêté de chercher des preuves. Parce qu'il y a comme ça, comme le problème, je pense, de l'esprit cartésien et du côté scientifique, c'est qu'on est toujours à la recherche des preuves. Et donc, on est toujours en train de se dire, c'est pas vrai, il faut que j'ai une preuve suffisamment tangible pour y croire. Et parfois, on a des informations qu'on peut pas vérifier. Et on doit juste se faire confiance. Et ce sera pas vérifiable comme un problème électrique ou un problème ostéopathique. On est sur quelque chose de beaucoup plus lointain. Je sais pas moi, une mémoire de famille. Il va falloir être un peu plus dans quelque chose d'intuitif. Et on n'a pas toujours la réponse ou l'explication à tout ça. Donc on jongle entre des parties qui sont tangibles et explicables et vérifiables, et des parties qui le sont moins et qui sont de l'ordre d'un univers sensoriel qui nous dépasse en fait. C'est vraiment un univers sensoriel qui nous dépasse, et ça nous oblige à ouvrir notre esprit et à pas vouloir tout rationaliser. Donc ça aussi, il a fallu que j'accepte que j'expliquerai pas tout, que j'aurais pas une explication à tout. Et encore aujourd'hui, souvent les animaux me disent arrête de vouloir comprendre. C'est vraiment quelque chose qui revient, d'arrêter de vouloir comprendre, parce que quand on veut comprendre le sens tout le temps des choses, on laisse pas la possibilité à ce qui existe dans un autre champ des possibles. Mais dans ce champ des possibles, ben exactement comme par exemple pourquoi la chienne du refuge, elle sait qu'il est arrivé ça à cette personne. On peut avoir une théorie par rapport à ça. Elle a accès à une mémoire qui est en nous, qui vibre. Ok, on va en rester là. Mais en même temps, il y a une part qu'on n'expliquera pas.
Ouais, en fait, ça me fait penser. Alors, j'ai fait une interview assez récemment avec Vanina Shrisinski, qui est une médium, et tu parlais d'intercession. En fait, il y a aussi ce côté-là de, bah, quand elle en parle, de dire qu'elle reçoit de l'information, elle va la délivrer telle que ça lui est transmis aux personnes, en se disant que, bah, en fait, c'est comme ça que ça doit être transmis aux personnes. Et il y a une forme de lâcher prise et de confiance, finalement, par rapport au message reçu. C'est un peu ce que tu décris. Oui, et puis des fois, on a des tonalités, par exemple dans la façon dont je vais écrire. J'ai ma façon de m'exprimer qui est en général plutôt dans la bienveillance, mais parfois j'ai des messages qui sont un peu durs et où je trouve que le ton est plutôt injonctif. Euh, et en fait, ça correspond souvent à des traits de tempérament de l'animal, où la personne aussi reconnaît son animal dans son caractère un peu tranché, et aussi comme si la personne avait besoin qu'on lui parle comme ça. Et donc, si moi j'avais voulu mettre mes mots ou le retransformer, ça aurait pas été juste. Donc, parfois je dis excusez-moi, ça va être un peu brutal, donc j'accompagne, mais ça arrive comme ça, et c'est comme si c'était un gentil coup de pied aux fesses, quoi. Donc c'est des fois effectivement on est là, mais on n'est pas là pour contrôler ce qui est dit ou comment c'est dit. Je me souviens d'une dame où en communication avec son chien, je ressens que il y a de la violence possiblement avec son conjoint, et le chien en parle et je lui dis non, je l'écrirai pas. Je l'écrirai pas parce que j'avais peur que le compagnon lise le compte rendu et qu'il puisse lui arriver quelque chose en fait. Donc je dis au chien reformule-moi ça de manière à ce que ce soit dit sans être dit. Et il me dit non non, tu l'écris comme ça, et moi je rentre dans la négociation jusqu'à ce que bah, effectivement le message se transforme. Et puis cette dame, je discute avec elle, je lui fais mon compte rendu et elle me dit qu'elle habite pas en fait avec cette personne et qu'il n'a pas accès à ses mails. Donc le chien, il avait raison dans son message. Et je pouvais le dire comme ça. Et ça, c'était moi qui avais posé une peur. Et c'est à partir de là, j'ai arrêté en fait de modifier les messages. J'ai compris que je pouvais vraiment faire confiance. Et c'était moi qui avais vraiment eu une peur par rapport à elle et de pas laisser quelque chose d'écrit qui pouvait lui susciter une problématique. Donc je suis rentrée dans la négociation avec l'animal pour que ce soit pas formulé directement comme ça. Et effectivement, elle m'a dit non, mon conjoint est bipolaire, on peut pas habiter ensemble parce qu'effectivement, il a des moments où il va très mal et donc elle avait vraiment son espace à elle et il n'avait pas du tout accès à son ordinateur et à ce qu'elle pouvait avoir à l'intérieur. Donc voilà, il n'y avait pas de risque, mais c'était intéressant de noter que c'est voilà un genre d'expérience qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait faire confiance au message tel qu'il arrivait. Alors moi, il y a un film qui m'a frappé quand j'étais plus jeune, qui était un film avec Robert Redford, qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et souvent, on prend l'exemple de ces animaux qui sont assez intrigants, en tout cas d'une sensibilité euh, et d'une intelligence assez hors du commun. Est-ce que toi, tu as eu des expériences avec ce type d'animaux, au-delà des chevaux? Est-ce que tu as eu d'autres animaux qui t'ont surpris par bah, le message qu'ils ont pu te transmettre au-delà finalement de leur maître ou des gens avec qui ils peuvent échanger, et voilà, sur leurs caractéristiques, sur leur intelligence ou leur sensibilité. Oui, j'ai énormément de belles rencontres avec toutes sortes d'animaux, pas forcément des beaux et grands animaux comme on aime à croire, où souvent on est entre le loup, l'ours, tous ces animaux qui nous font fantasmer. On peut avoir des rencontres extraordinaires avec des tout petits animaux. Et euh, moi, je pense qu'on évolue jamais mieux que quand on a peur de quelque chose. Et j'ai une grande, enfin, à la base, une peur des araignées, mais c'est vraiment, voilà, un peu pathologique. Et aujourd'hui, quand je vois comment je leur parle, quand j'arrive à les mettre dans des boîtes et à les sortir, et je leur demande de pas bouger, j'arrive à leur dire parfois qu'elles m'impressionnent. Et, la dernière fois, j'en avais une énorme dans la maison et je lui ai demandé de descendre parce qu'elle était trop haute en fait. J'arrivais pas à l'attraper sur ma chaise et elle était vraiment énorme. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, tu m'impressionnes, t'es quand même très grande. Je lui ai dit, est-ce que tu peux descendre un petit peu parce que je peux pas te prendre dans la boîte et j'ai pas envie que tu me sautes dessus. Et donc j'ai remarqué que quand je fais ça, ben en fait elle est descendue tout doucement et elle s'est laissée. Il n'y a pas d'agressivité, elle rentre dans la boîte sans agressivité. Il y a pas, elle saute pas partout. Tout est dans le calme. Et moi ça m'a tellement appris aussi sur le fait. Donc
comme on disait au début, cet éveil spirituel, c'est aussi sortir de nos paradoxes. Et nos paradoxes, c'est tout ce qui est le beau ou le laid et comment on voit les choses. Et je pense que certains enseignements que m'ont amené les animaux, c'est ça, c'est arriver à sortir de ce qu'on voit de l'autre. Et ça m'a énormément aidé aussi pour les humains. C'est-à-dire essayer d'aller au-delà de ce que l'autre aussi veut nous montrer. Et donc, effectivement, la première chose qu'on voit de l'araignée, c'est qu'elle est pas belle. Dans nos critères à nous, on la trouve moche. Elle, voilà. Et en fait, quand on va à sa rencontre, et j'amène aussi pas mal de mes élèves à aller à la rencontre d'animaux qui leur font peur, et c'est assez extraordinaire. Il y en a qui les trouvent très drôles, après, qui les trouvent très belles. Et je pense que c'est l'exercice le plus difficile. C'est ça, c'est d'essayer de voir le beau dans le laid ou inversement de sortir de nos critères, surtout quand on est de plus en plus, comme on disait, une société individualiste, mais aussi superficielle. Et donc là, ça nous oblige à aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond. Tu parles, t'as parlé de ça tout à l'heure en parlant de changement de point de vue. Là, finalement, ce que j'entends, c'est aussi une forme de message autour de la dualité, du fait d'être très, finalement, une forme d'anthropomorphisme, très centré sur notre propre point de vue et sur notre propre position ou peut-être ego. Qu'est-ce que, de manière un petit peu méta, qu'est-ce que ça t'a fait comprendre, le fait de pouvoir avoir toutes ces communications, et est-ce que tu as un message un peu au-dessus de tout ça qui transparaît? Euh, c'est peut-être l'humilité dans ce que tu dis aussi, cette humilité qu'on peut apprendre de toute forme de vie. Mais aussi, on peut parler du végétal, hein, parce que les plantes aussi ont des choses à nous montrer, à nous faire ressentir. Quand on sort de notre vraiment de notre vision des choses et qu'on s'ouvre à d'autres formes de vision, on se rend compte que en fait la vie est beaucoup plus simple que ce que nous on voit. On est compliqués les humains. C'est ce qui ressort des animaux. On est des êtres complexes, mais trop complexes. Et peut-être que notre intelligence est aussi notre propre prison parfois. Et surtout pour être heureux. Et je parlais de la joie, moi, dans ce que ça m'a vraiment apporté, ça a été une espèce de joie simple, la simplicité des choses. Euh, Ils sont en permanence dans un état, les animaux sauvages sont en permanence dans un état de survie. Et si on regarde, ils sont tout le temps en train de lutter pour manger, pour boire, pour se reproduire, pour trouver un abri. Ils sont en permanence dans une survie. Et pour autant, quand on se connecte à eux, il y a une forme de joie de vivre et de force d'être vivant. Et paradoxalement, nous, en Europe, hein, je parle parce qu'il y a d'autres personnes et d'autres humains sur Terre qui sont aussi en survie, on est moins dans cet état de survie, on a moins besoin de se questionner pour avoir à manger, avoir à boire, avoir à être sur un toit. On a vraiment une autre forme de questionnement, on est moins dans cet état de survie et pour autant, on n'est pas plus dans la vie. Donc c'est quand même très paradoxal. Comment on peut être finalement vivant? On est toujours en train de se créer des problèmes en fait, et des problèmes là où peut-être il y en a pas. Il y a toujours une sensation de vide. Donc je reviens aussi sur ce que je t'avais dit dans les enseignements, le fait d'être seul. Il y a un vide, mais ce vide, il est affectif, mais il est un vide de sens aussi. Et donc on se lève, on va au travail, on fait quelque chose qui nous parle pas forcément. Et tous les jours, c'est un répétitum et il faut payer les factures et on est dans le il faut, il faut, il faut. Et il n'y a pas d'espace pour vivre en fait. Et on est juste dans une espèce de forme de déconnexion en fait avec le reste du monde, avec ce qui respire et tout ce qui respire autour de nous et comment en fait tout ce qui respire autour de nous nous nourrit. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce problème de manque de nourriture de l'âme, si on pouvait parler comme ça. On nourrit, on se nourrit, on nourrit le corps. Peut-être on sait nourrir l'esprit, mais parfois trop. Je pense aussi que dans l'enseignement que j'ai reçu, j'ai pas eu la possibilité. Enfin, les animaux m'ont bien fait comprendre que je devais pas passer par des humains. Je devais passer que par eux. Donc c'était quand même très compliqué puisque parfois j'avais bien envie de raccrocher les wagons avec d'autres formes d'enseignement. Mais finalement, c'était l'idée de se détacher du savoir, comme si le savoir pouvait être aussi un obstacle à cette communication. Parce que, encore une fois, c'est l'idée de comprendre et de savoir et d'intellectualiser. Et après, on revient au savoir. C'est pas l'idée qu'il faut rien
intellectualiser, mais je pense qu'il y a d'abord une part à ressentir. Et si on reconnecte les personnes à leur ressenti, à leur intuition, on les ramène dans la vie et on les ramène dans la joie. Et je pense que c'est le message des animaux, en fait. Ils nous trouvent complètement déconnectés de nous-mêmes et de la vie, en fait. On est vivant, mais on est en mode survie, alors qu'on ne devrait pas être en mode survie. Et pour beaucoup, il y a une forme de non-sens. Je veux pas dire de tristesse, mais une manque de sens, en fait. Et c'est vraiment cette sensation de vide. Et parfois, ce vide, j'ai communiqué avec des chevaux où quand la personne, elle montait sur le cheval, elle était tellement dans un vide de sens qu'il y avait cette espèce de vide qui traversait le cheval et qui était insupportable, en fait, pour le cheval à ressentir et qui avait fait tomber la personne plusieurs fois parce qu'en fait, c'était pas Je pensais possible. pas, ouais. Ouais, c'était insupportable, en fait. Il y avait comme un vide. Et bon, c'est difficile de transmettre ça et d'amener la personne à peut-être se re-questionner sur le sens de sa vie. Donc c'est pas tout quitter. On n'est pas en train de dire il faut tout quitter, faut plus être. Mais il faut peut-être s'accorder des espaces ou des choses qui nourrissent. Et je pense que l'autre extrême, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il faut être thérapeute pour aller bien dans la vie et vont dans toutes les thérapies alternatives en pensant qu'en faisant leur métier, ils vont être heureux. Euh, c'est vraiment pas simple non plus d'être dans cet accompagnement. Ça demande une vraie stabilité émotionnelle. C'est compliqué d'être tout le temps en train d'accueillir les problématiques. On vient rarement nous voir quand ça va bien quand même. Donc il faut quand même avoir une sacrée hygiène derrière de vie pour être tout le temps dans cet accueil. Donc c'est pas donné à tout le monde en fait, et c'est pas forcément une porte de sortie vers une meilleure vie en fait. Ça c'est aussi parfois une idéalisation. Donc je vais être dans quelque chose qui me plaît, mais ça te nourrit toi. Mais est-ce que ça va te nourrir d'aider les autres à faire ça? Pas toujours, parce qu'on va revenir aux mêmes problématiques. Donc je pense qu'il y a parfois une mésentente, c'est comment je mets du merveilleux, de l'émerveillement dans ma vie actuelle en fait. Et le boulanger qui est en train de faire sa baguette, il peut avoir du sens dans sa vie et mettre du sens dans ce qu'il fait. Et il n'y a pas besoin de quitter son métier pour mettre du sens. Il faut qu'il amène la vie là où il est. Et je pense que si tout le monde quitte l'univers dans lequel il est, bah, en fait, ça crée encore plus de dissonance et c'est pas forcément ça. Parce que moi, c'est vrai que souvent les gens idéalisent en me disant, oh, il est merveilleux de son parcours. Il n'est pas merveilleux. Il est hyper dur. Il est très, très dur. Et ça, je tiens quand même à en parler parce que souvent, on le voit comme quelque chose d'extraordinaire. Il est très, très dur. On est tout le temps en train de revoir nos schémas de pensée. Et ça demande quand même une sacrée souplesse et une sacrée adaptation et de se remettre tout le temps en question. Je pense pas que ce soit de la simplicité comme chemin. Je pense que c'est un chemin très exigeant où moi j'ai l'impression d'être vraiment dans une forme de dévotion à ce que je fais, où je donne beaucoup, beaucoup pour tout ça, parce que je trouve ça important, parce que j'ai bien compris qu'il y avait des choses à transmettre. Euh, mais c'est extraordinaire et à la fois ça demande énormément en fait en termes d'énergie, de temps, voilà, c'est pas rien quoi. Quand on met son cœur à essayer d'aller communiquer avec un animal, qu'on essaye de le transmettre au mieux à quelqu'un, c'est plusieurs heures de temps qu'on accorde. Ça demande de l'énergie vraiment pour tout ça. Tu parlais un petit peu de solitude par rapport à la vie humaine aujourd'hui. Finalement, on n'a jamais été aussi connecté et parfois ça nous déconnecte aussi d'autrui. Mais est-ce que tu ressens, du coup, quand tu es dans ces communications avec des animaux, qu'ils ont un rôle particulier ou que quand une famille prend un chat ou un chien par nécessité de se sentir peut-être parfois aussi moins seul, le chat ou le chien, en l'occurrence quand ce sont ces animaux-là, sentent une forme de pression d'avoir à apporter de l'affection. Comment se joue cette dynamique-là? Oui, énormément. En fait, les animaux, ils ont une place donc au niveau social qui a énormément évolué. Euh, Moi, je sais pas, peut-être toi tu as le souvenir, mais de nos grands-parents, le chien dormait dehors, le chat aussi. Enfin, ils n'avaient pas les mêmes traitements les animaux que ce qu'on a aujourd'hui. On leur fête leur anniversaire, on a créé des spas pour les animaux. On a vraiment une considération de l'animal comme un membre de la famille à part entière. Et donc effectivement, parfois il vient un peu comme un animal doudou, on pourrait dire, un doudou affectif
Et souvent, il est là pour un rôle précis. Déjà, ça, effectivement, ils peuvent avoir des rôles particuliers dans la famille ou pour un membre spécialement de la famille. Mais ce poids dont tu parles, il est quand même important. Ce poids émotionnel, par exemple, les personnes qui sont seules et qui vraiment aujourd'hui, si t'es pas dans le monde du travail, si je sais pas pour X raison t'es en arrêt ou t'as une pathologie, tu peux pas travailler ou t'es à la retraite, il y a quand même un isolement social très important. Et si derrière il n'y a pas cette dynamique de me socialiser, d'aller, je sais pas moi, dans des associations, des activités, et si j'ai pas une famille autour de moi, ben, je me retrouve vite très isolée en fait. Et donc l'animal devient un lien en fait avec moi-même. On se rend compte qu'ils maintiennent finalement une capacité à aimer. Ça c'est quand même incroyable. Donc c'est vraiment dans leur aspect positif, c'est notre capacité parce qu'on se referme après en fait, on se replie sur nous. L'être humain, on est un être sociable, mais si on stimule pas ça, on devient un peu ermite en fait. On se replie sur nous, on n'a plus trop envie d'aller vers les autres. Et c'est comme si l'animal maintenait ça. Alors les gens qui ont un chien, c'est extrêmement évident puisqu'ils vont balader le chien et en baladant le chien, ils parlent à d'autres personnes qui ont des chiens. Donc là, le lien social, il est évident. Avec le chat, un peu moins, mais ça maintient quand même le relationnel et l'affection. Et parfois, il y a des animaux qui le vivent très bien d'avoir ce rôle-là. Donc, faut pas culpabiliser pour ceux qui nous écoutent et qui sont tout seuls avec un animal. Il y en a qui le vivent très bien, mais il y en a pour qui ça peut être un peu lourd. Et surtout si la personne va pas très bien. Ça va surtout dépendre de l'état d'être de la personne. Si il y a, je sais pas moi, un deuil, quelque chose qui est un peu compliqué, qui a été vécu et que il y a une espèce de poids émotionnel et que ce poids émotionnel n'évolue pas parce qu'on peut être triste pendant quelques jours, c'est pas très grave pour notre animal, mais admettons que ça dure et que ça fait plusieurs mois qu'on n'est pas bien et que cette tristesse, elle se maintient, ça va finir par impacter les personnes de la famille et en l'occurrence l'animal. Et s'il y a que l'animal, bah ça revient un peu tout sur l'animal aussi. Donc tout dépend de la place qu'il a et l'importance qu'il a. Et en général, il va commencer à manifester des troubles. Ça peut être des troubles du comportement, des troubles physiques. Ça va finir par agir sur son état d'être et ça va peut-être finir par se voir. Et nous, on arrive souvent quand ça commence à se voir et qu'il se passe quelque chose, il y a un changement dans le comportement, où il y a eu des modifications et la personne s'interroge et, euh, et on explique ou on donne en tout cas des clés pour que l'humain retrouve comme un rebond pour repartir. Tu vois, il y avait un chien, par exemple, il disait à une dame que sous l'escalier, il me montrait un meuble où il y avait des photos. Et que chaque fois qu'elle passait, qu'elle regardait ses photos, son visage y changeait. Et il percevait ça, en fait, ce changement, en fait. Et il disait, là, t'es plus là, t'es triste, ou il y avait une forme de nostalgie qui était là. Et effectivement, la dame, elle avait fait comme un hôtel avec plein de photos, avec les personnes qui étaient parties sur ce meuble. Et effectivement, chaque fois qu'elle passait devant, ça lui rappelait tous ceux qui étaient partis, mais elle n'arrivait pas à être dans le souvenir positif, en fait. Elle était systématiquement, ça la ramenait à la tristesse. Et lui, il voulait lui montrer que en fait, pour se relier à ces personnes qu'elle avait aimées, il fallait qu'elle repense au bon moment. Et que ça la mettrait dans une autre dynamique. Donc ça lui appartenait à elle de faire cet effort-là, mais c'était plus facile du coup de le faire dans la mesure où elle a pris conscience que ça impactait son chien. Alors que quand c'est que pour nous, parfois on fait pas l'effort. Alors que on aime tellement les animaux, on aime tellement nos animaux que pour eux on se dit oh, il faut vraiment que je peux pas le laisser prendre sur lui. Et donc il y a comme un déclic, tu vois, il faut que je prenne soin de moi. Ça je l'avais aussi quand je voyais des enfants avec leurs parents et que il y avait un impact entre l'histoire du parent et l'enfant et que le parent comprenait qu'il fallait qu'il se prenne en main lui aussi pour aider son enfant. Ça devenait faisable parce qu'il voulait aider son enfant. Alors que lui, pour lui-même, il le faisait pas. Et donc là, c'est un peu pareil. On a parfois quand même, ils sont déclencheurs de façon positive de je vais me prendre en main parce que là, j'ai quand même envie que les choses bougent. Et mon animal il est en train de me montrer qu'il faut que je bouge. Et puis c'est génial parce que comme c'est un miroir, c'est des vases communicants. Si la personne entend le message et se met en action, l'animal tout de suite, lui, se libère en fait de ce qui lui appartient pas. Et donc, on retrouve ensuite un changement.
Et l'humain se dit, ah, il y a eu un changement, il y a quelque chose que je peux voir. Donc moi aussi, en moi, ça change. Et ça devient une autre forme de communication. Plutôt que de montrer ce qui va pas, je vais montrer ce qui va mieux. Et donc le lien se renforce parce qu'on se dit, c'est incroyable, mon animal m'aide en fait, à avancer dans ma vie et m'aide à aller mieux. C'est un peu en lien finalement avec ce que tu évoquais tout à l'heure et ce que je voulais qu'on creuse, donc ça fait une bonne transition sur le transfert à destination des animaux, sur tout ce qui est émotion. En fait, c'est un peu ce que tu décris là, c'est de dire qu'en fait, ils ressentent tellement fort les sentiments finalement de leur maître ou des gens ou des humains qui sont à proximité d'eux, que ça va entraîner chez eux parfois des maux, et que en revanche, quand c'est solutionné, ça recrée une dynamique finalement, un cercle vertueux. Exactement. Les animaux, eux, ils ont pas de problématique quand tu leur proposes d'aller mieux. Ils sont pas comme nous, ils ont pas de mécanisme où nous, on a envie d'aller mieux, mais dans le fond, on veut pas aller mieux parce que quand même, ça nous arrange de pas aller bien parce qu'on y a des bénéfices secondaires. Ça, c'est toute notre complexité. On veut guérir, mais on peut pas guérir parce que quand même, si on reste un peu comme ça nous arrange parce que comme ça, les gens s'occupent de nous. Et donc, c'est tout le paradoxe de quand je vais pas bien et de pourquoi je vais pas mieux alors que j'ai envie d'aller mieux et que quand même, je mets toutes les actions pour aller mieux. L'animal, si on lui dit viens, dépose ce qui te dérange et tu repars plus léger, il n'y a pas de complexification. Il dépose. Donc il va effectivement expliquer ce qu'il ressent. On pourrait le comparer à des notes de musique. Tu vois, un animal, il arrive dans une maison, il vibre une certaine note. Ça, c'est son énergie. Et puis, dans la maison, il y a une autre note. Et il peut pas rester dans sa vibration à lui parce que sinon il n'est pas dans l'échange complet. Et lui, il veut être vraiment dans le partage avec les personnes, dans ce lien d'affection. Donc il va changer la note pour se mettre au diapason avec son humain et se mettre dans la même vibration, donc énergie que son humain. Donc on peut parler de notes de musique, ça aide aussi à visualiser le truc. Mais peut-être que c'est pas du tout son énergie à lui. D'ailleurs, c'est peut-être pas du tout l'énergie de l'humain avec qui il est non plus. Mais c'est leur c'est voilà, ils sont là pour les aider à bouger. Et le problème, c'est que s'ils restent longtemps dans cette note qui n'est pas la sienne, au bout d'un moment, ça peut commencer à être un peu dérangeant. Et si ça commence à être dérangeant, ça va peut-être être un petit peu désagréable et inconfortable. Donc, il va commencer à chercher à manifester ce qui va pas. Et on retrouve, ça va très très loin, c'est impressionnant. On a des animaux qui déclenchent des pathologies similaires à leur humain. Et parfois, quand je décris ce que je ressens, quand je suis en connexion avec le corps physique de l'animal, que je vais décrire ce que je ressens dans sa motricité, dans son système digestif ou que sais-je, c'est comme si je décrivais toutes les problématiques de l'humain. Mais en fait, ça c'est moi. Je sais pas, par exemple, j'ai un animal qui serre les dents. J'ai des tensions dans la mâchoire quand je me connecte à l'animal. Et j'ai l'impression qu'il serre les dents, que ça ramène des tensions, que ça ramène des tensions dans les yeux, dans les cervicales. J'ai vraiment toute cette partie comme dans un étau. Et je décris. Et la personne dit, ah mais effectivement, je serre énormément les dents la nuit, j'ai plein de tensions. Et voilà, il faut que je remette des lunettes, j'en sais rien. Enfin bref. Et donc des fois, on sait plus trop où on est d'ailleurs dans la communication. C'est un peu perturbant parce qu'on sait pas si on est complètement dans l'énergie de l'humain, si on est dans où on se situe dans ce transfert-là, c'est très difficile de le savoir. Mais le fait de le verbaliser, ça permet de rendre à l'animal ce qui est peut-être une part de sa problématique, pour reprendre peut-être que l'animal il a quand même des tensions au niveau des cervicales et qui lui appartiennent, et qu'il aura besoin d'aller voir un ostéo pour remettre tout ça en mouvement, et que les tensions au niveau de la mâchoire, c'est pas à lui. Et peut-être que son humaine, le fait d'entendre ça, va aller faire une gouttière, faire ce qu'il faut pour améliorer son sommeil et se détendre. Et finalement, on va avoir comme ça des vases communicants où ça va aider physiquement. Donc avec les chevaux, c'est aussi impressionnant parce que les chevaux, on monte dessus, donc on fait un avec le cheval. Hein. Donc il y a quand même vraiment un partage qui est assez fort au niveau des émotions, des pathologies, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi. Moi, je te prends juste un exemple personnel. Tu vois, en ce moment, mes enfants, ils sont en pleine croissance. Ils ont tous les deux mal aux genoux. Alors, ils ont des douleurs de croissance. Et j'ai fait venir quelqu'un pour mon cheval pour faire une séance de shiatsu. Et donc, c'est pareil, hein, ils arrivent à percevoir aussi des informations. Et elle me dit qu'elle a des douleurs de croissance aux pattes arrière. Et elle me montre exactement l'endroit qui correspond au genou.
Et forcément, je peux pas m'empêcher de penser à mes enfants qui sont exactement dans la même dynamique en ce moment. Donc, c'est quand même amusant de voir qu'il y a voilà des choses comme ça qui se passent et que les animaux ont des informations dans leur corps qui pourraient nous appartenir et qui se mettent en vibration. Donc, j'ai eu des personnes qui prenaient exactement le même traitement que leur chat, le même dosage pour la thyroïde, ils avaient le même dosage, le même traitement, le même dosage. C'était incroyable en fait. Où ils déclenchent des pathologies, des reflux gastriques. Ah bah, le chien, il a des reflux gastriques aussi. Alors là, on n'a pas toujours l'explication, d'accord? Donc il faut à un moment donné, il faut lâcher ce côté. Je cherche à expliquer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'animal lâche assez vite dans ce genre de transfert. Dès que effectivement on met le doigt sur les causes émotionnelles, puisque c'est souvent des causes émotionnelles ou énergétiques, puisque on est dans la vibration, comme on parlait de la note. Hein. Là, on est dans la vibration, c'est l'énergie. Ça revient assez vite à la norme. Et c'est ce qui est quand même assez positif. Les animaux reprennent vite leur énergie. Par contre, ce qui fait que souvent, ça dure pas dans le temps ou qu'on est obligé d'y revenir, parce que parfois on est obligé d'y revenir, c'est qu'il y a autre chose autour qui bloque. Donc ça peut être, ça bouge pas du côté de l'humain, il y a une problématique sur l'habitat ou autre chose. Ouais. Ah bah, c'est passionnant, et sur les chevaux, j'ai plein d'exemples qui m'ont été racontés aussi. C'est assez dingue la manière dont ils somatisent finalement Oui. les traumatismes d'une autre personne. Tu le disais en préambule, tu formes aujourd'hui énormément de monde à tout ça. Je le mettrai en lien, hein, mais ton site parlait aux animaux. Tu as écrit différents ouvrages, communication animale pour décoder les messages, et un dictionnaire aussi, messages des animaux. Est-ce que pour tous les gens qui nous écoutent et qui ont des animaux, tu pourrais donner quelques tips pour essayer de mieux comprendre finalement leurs moyens peut-être de partager des messages sans forcément être ultra intuitif pour tout le monde? En fait, dans ce lien d'amour, on sait les choses. Il y a une forme de vérité. Quand on communique avec nos propres animaux, c'est pas aussi protocolaire que quand on cherche à ouvrir des canaux, essayer de communiquer avec un animal qui est pas à nous, etc. Il y a une forme de d'intuition permanente et de vérité. Et souvent, ce que j'invite les personnes quand je les ai en consultation, c'est à reconnecter cette forme de sagesse-là qu'ils ont en eux. En fait, vous savez si votre animal va bien ou pas bien. D'ailleurs, les vétérinaires, ils sont assez attentifs à ça. Quand les personnes disent, je sens que mon animal, je sais pas expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose qui va pas, ils font confiance parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est pas forcément visible, mais qui est là. Donc, ça serait l'idée déjà de commencer par se refaire confiance, parce que cette confiance-là, on l'a quand on est enfant souvent. On a quelque chose comme ça, d'une espèce de vérité intérieure avec laquelle on chemine et qu'on perd en grandissant parce qu'on est déstabilisé, parce qu'on nous explique que ça fonctionne pas comme ça, la vie, que voilà, on n'est pas dans le monde imaginaire et que dans le monde réel, ça fonctionne pas comme ça. Donc il y a déjà l'idée de se reconnecter avec peut-être cet enfant intérieur, de retrouver son intuition. Et son intuition, on peut la travailler sur plein de petites choses différentes dans la vie de tous les jours. Et moi, j'aime bien, par exemple, ne serait-ce que pour revenir sur mon premier métier, mais l'alimentation. Essayer à l'intuition de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui. C'est aussi une manière de reconnecter son corps et de savoir pas juste ce que j'ai envie dans le sens c'est un envie plaisir, mais ce que mon corps m'invite à manger. On se rend compte par exemple que les femmes enceintes, c'est pas complètement débile leurs envies et souvent ça correspond à des besoins. Mais quand on est enceinte, bizarrement, on se fait beaucoup plus confiance et c'est beaucoup plus admis que les envies d'une femme enceinte, il faut pas les freiner. Mais pourquoi ça serait que quand que les femmes et que quand elles sont enceintes en fait, c'est valable pour tout le monde finalement. Et alors bien sûr, s'il s'agit pas d'aller manger n'importe quoi en grosse quantité, mais on se rend compte que c'est par exemple le citron. Euh, le citron, c'est quand même un alcalinisant et donc on se rend compte que parfois on a envie de citron, mais peut-être qu'il y a des acidités dans le corps et peut-être qu'il y a besoin d'aller compenser. Ça, les animaux sont extrêmement à l'écoute de ça. Donc ça peut être déjà se reconnecter à travers des petites choses au corps et se reconnecter à son émotionnel par des petites choses. Moi, je commencerai par ça sur les tips. Et en fait, apprendre à faire un peu au quotidien sa météo intérieure. C'est-à-dire, on se pose pas suffisamment la question de savoir comment on se sent. Alors, c'est pas être complètement auto-centré, mais c'est arriver à identifier comment je me sens et quel est mon besoin. Et si j'écoute mon besoin et je réponds à mon besoin, tout de suite, ça lâche beaucoup plus facilement. Est-ce que je m'autorise à ressentir toutes les émotions? Est-ce qu'il y a des émotions que je m'autorise pas à ressentir? Parce que tout ça,
ça amène de la fluidité dans nos intuitions ensuite. Donc, c'est commencer par se tourner vers soi pour mieux se tourner vers l'autre. Et nos animaux, eux, ils nous entendent. Quoi qu'il arrive, vous pouvez parler à vos animaux, vous pouvez leur envoyer, visualiser des images. Par exemple, vous avez chez le vétérinaire, vous visualisez que ça se passe bien, vous visualisez que l'animal est calme. Il va le recevoir, même si vous, en retour, vous n'avez pas forcément la réponse ou que c'est pas immédiat, lui, il va le ressentir. Donc, vous pouvez tout à fait avoir ces actions-là. Vous pouvez imaginer quand vous êtes absent, au lieu de vous inquiéter pour votre animal, imaginez que vous êtes auprès de lui et que vous le caressez. Et vous vous posez, vous fermez les yeux et vous imaginez qu'il est là et que vous êtes en train de le caresser. Et c'est comme si vous l'enveloppiez. Et rien que le fait de faire ça, votre animal à distance, il va sentir votre présence rassurante et il va être rassuré. Si vous avez un animal qui est plutôt anxieux quand vous partez, ça va être très renforcé par votre propre anxiété. Donc plus vous serez anxieux à distance qu'il soit anxieux, plus il le sera. Donc c'est comment moi-même je reviens à ma capacité de venir rassurer. Donc tout ça, c'est des choses que sans expérience et sans avoir besoin de se former, on peut faire à la maison de manière simple pour développer son intuition. Après, pour aller un peu plus loin, quand on veut effectivement entrer un petit peu plus en contact avec les animaux, surtout les animaux qu'on ne connaît pas, il y a effectivement des choses à mettre en place pour que ça se passe bien, pour être en raccord aussi avec une certaine éthique vis-à-vis de ces animaux. C'est ça qui est important aussi, hein, de pas faire n'importe quoi, pas être intrusif et d'avoir aussi l'accord de l'animal et nous de pas aller là où on n'est pas invité à aller. Ça c'est important aussi. On n'est pas tout puissant et on peut pas sauver tout le monde. Donc c'est des choses qui s'apprennent petit à petit, mais déjà tous ces petits tips, comme tu dis, c'est énorme en soi parce que moi c'est ce que je vois en général quand les personnes arrivent en formation, souvent il leur manque ça. Quand ils sont très débutants, il leur manque déjà un rapport à eux-mêmes et à leurs propres sensations. Et avant même d'aller ressentir les sensations de l'autre, j'ai envie de dire. Parce que si tu es pas en mesure d'identifier comment tu te sens, comment tu peux identifier ce que l'autre peut ressentir? C'est pas possible. Tu peux pas être dans l'énergie de l'autre si tu sais pas déjà toi comment tu es à la base. Si on devait identifier une genre de météo intérieure. Bien sûr. Ouais, donc d'abord se reconnecter à soi-même pour développer en fait cette capacité intuitive. Et pour les gens qui seraient peut-être un peu plus sensibles que d'autres et qui ont le sentiment d'avoir une intuition qui est très développée, quels conseils tu pourrais leur donner? Alors, au-delà d'évidemment de se former au travers de professionnels comme toi, mais qu'est-ce que toi t'aurais aimé trouver finalement que tu as créé aujourd'hui pour former des gens qui sont déjà dans ce démarrage, dans cette approche-là? Moi, je dirais s'autoriser de passer par plusieurs voies possibles et surtout pas s'enfermer dans des vérités. Et je pense qu'aujourd'hui, si on m'a amené, je l'ai compris, parce que moi, j'ai commencé à enseigner parce que j'ai compris que tout ce que les animaux m'avaient transmis, un jour, ils me l'ont montré, ils m'ont dit, on te l'a pas transmis pour toi, on l'a transmis pour que tu le transmettes. Et c'était hyper dur de transmettre quelque chose et d'organiser un savoir qui était arrivé par toutes les voies possibles et d'en faire quelque chose de structuré. Mais aujourd'hui, dans ce que j'ai pu structurer, et c'était essentiel de structurer des choses, il y a aussi une énorme voie de liberté. Mais parce que moi, je suis comme ça, et je pense que si on m'impose une voie, je vais avoir envie de passer par une autre voie. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, ce que je devrais dire même à des personnes qui ont envie d'apprendre de façon autodidacte, c'est surtout veiller ou choisir un enseignement, veiller à choisir un enseignement qui vous enferme pas, qui arrive pas avec des vérités toutes faites, parce qu'aujourd'hui, même dans l'univers énergétique, il y a beaucoup de gens qui donnent l'impression que eux ils savent et qui transmettent pas vraiment d'ailleurs le savoir parce qu'ils donnent pas les vraies clés. Ils maintiennent toujours l'impression qu'eux ils savent quelque chose que vous savez pas et qu'ils sont toujours plus avancés que vous. Et donc, se méfier de ça, de ce type d'enseignement, pour se faire confiance et peut-être aussi trouver soi-même des voies. Je pense qu'on est capable d'apprendre aussi par soi-même beaucoup de choses, mais qu'on se fait pas assez confiance et que dès qu'on a quelqu'un qui arrive et qui arrive avec une vérité toute faite en disant moi j'ai un protocole pour ci ou pour ça, moi je m'en méfierais en fait, vraiment, parce que le côté qu'ont les animaux est beaucoup plus libre en fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus créatif et intuitif, mais parfois on a besoin, on manque de confiance en nous et on aurait besoin que on nous dise alors pour tel type de problème il faut faire ça, pour tel type de problème parce que ça nous rassure. Et moi la façon dont j'enseigne à mes élèves, je leur donne plein de clés pour qu'ils soient autonomes,
mais je leur donne aussi la clé la plus importante pour moi, c'est ce savoir intuitif et savoir se reconnecter à ce savoir intuitif. Et ça veut dire ne pas dépendre de l'autre pour apprendre. Et ça, je trouve que c'est primordial. Donc, faire attention à ça, faire attention à un animal, il peut pas faire ci ou il peut pas faire ça. Il faut avoir, je sais pas, la photo de face, machin, etc. On se rend compte que tout ça, c'est des croyances qu'on vient coller et que on s'enferme dans ça. Et si on y croit, ben ça devient vrai. Et si on se rend compte que en fait, on n'a pas besoin de ça et qu'il y a plein de façons d'y arriver, il y a plein de façons d'y arriver. Et c'est là où je rejoins ce que je disais au tout début, tu sais, les esprits atypiques. Donc moi, je me rends compte que dans mon école, ben, j'ai attiré les gens que je devais attirer, certainement qui avaient besoin aussi de ce type d'enseignement, un enseignement qui respecte ce côté atypique et ce côté créatif j'accepte que des élèves entendent ce que je propose et passent ensuite par un autre chemin et proposent autre chose. Mais à partir effectivement du cadre, et tant qu'ils respectent le cadre et l'éthique, c'est pas grave. En fait, je pense que là où on se retrouve, et tous les praticiens que j'ai formés, j'ai entièrement confiance en eux. Ils n'ont pas forcément les mêmes protocoles que moi, mais par contre, on a le même socle et la même charte éthique. Et là, sur ça, c'est sûr il faut pas transiger. Mais par contre, je pense qu'après, on est tous différents dans nos manières de ressentir les choses. On a tous nos propres voies, notre propre parcours, et il faut se sentir libre et surtout arriver à être soi-même. Et ça, les animaux, ils arrivent à le sentir. C'est pas être quelqu'un de plus abouti ou de plus. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être plus que les autres en fait. Je suis en chemin comme tout le monde et j'accompagne des personnes pas par prétention de savoir les choses, mais parce que je me rends compte que euh, peut-être que effectivement mon chemin d'autodidacte me permet aujourd'hui d'aider des personnes à se rencontrer et donc c'est ce qui me paraît le plus juste et puis comme je t'ai dit c'est aussi parce qu'on m'a montré que ça faisait partie de mon chemin mais je pense que d'autres personnes peuvent trouver aussi leur voie et leur chemin par eux-mêmes hein, et avoir des réponses. Ce qui est important c'est toujours de bien se questionner, de le raccrocher à une éthique parce que là par contre effectivement comme je disais faire attention ces messages qui sont très forts et comment on les transmet. Et il faut se poser les bonnes questions. Moi, j'embête déjà mes débutants avec ça énormément parce que même si au départ c'est pour les copains et les copines, même avec les copains et les copines, parfois on fait des dégâts, on fait pas attention. Tu vois, c'est très à la mode, par exemple, de faire des vocaux. J'envoie un vocal ou j'envoie un écrit et en gros, je balance ce que j'ai reçu, quoi. Et je l'accompagne pas et je vérifie pas l'émotion de ce que ça suscite chez l'autre. Et ça, c'est juste pas possible, en fait. Donc, on peut développer ses ressentis à la maison, mais par contre aussi, il faut surtout pas oublier de développer aussi un professionnalisme et un vrai questionnement autour de ça. Parce que même, tu vois, des fois, tu te rends pas compte, mais nous, c'est arrivé, hein, ça arrive tout le temps dans les élèves avec des maladresses où ils s'envoient les messages, ils pensent que l'autre peut accueillir. En fait, l'autre, il a pas accueilli et le temps que tu le récupères, ça fait 3 jours que il a mal compris, mal entendu ou que c'était quelque chose qui l'a percuté. Nous, on n'est pas à la place de l'autre et ça, on peut pas préjuger de comment la personne va recevoir ce qu'on amène. Donc, tous ces questionnements-là, je pense que pour le coup, effectivement, c'est bien de les apprendre et d'être accompagné parce que ça permet de pas faire du tort. On peut développer tous ces ressentis, ces intuitions à la maison, mais après, devenir quelqu'un qui accompagne, je pense que ça nécessite quand même des questionnements qui sont importants. Et quand on s'est posé ces questions-là, après, c'est beaucoup plus confortable en fait, parce que les gens qui le font, ils ont pas du tout envie de faire du tort. Et quand on le fait et qu'on fait pas exprès de faire du tort, on se sent hyper mal. Donc il y a ça aussi. Donc c'est l'idée de pour tout le monde que ce soit bénéfique pour tout le monde, pour l'animal, pour l'humain et pour celui qui pratique. Il y a rien de pire que d'avoir l'impression peut-être voilà d'avoir été trop percutant ou à côté de la plaque. Ouais, donc en fait, ce que tu dis, c'est, pour revenir sur le point d'avant, c'est vraiment de développer une boîte à outils sans forcer les gens à utiliser plutôt tel outil ou tel autre, puisque chacun a son identité, son canal privilégié. Se faire confiance, donc de faire confiance à son intuition et être authentique, parce que c'est ce que va reconnaître a priori l'animal de manière la plus forte, et intégrer tout ça avec un cadre éthique. Et alors ça me faisait penser à des cours de communication non violente que j'avais fait quand j'étais en entreprise avant de créer ma boîte et qui étaient super utiles pour essayer de décortiquer la bonne manière de faire passer des messages. Et après, j'imagine
continuer, quand on est face à des enfants, continuer de les aider à développer cette empathie pour prendre conscience que l'autre peut avoir des ressentis différents, un parcours différent, donc peut-être va interpréter les choses aussi de manière différente. Exactement. Il y a le savoir-faire, donc on peut acquérir, on peut apprendre à cuisiner à la maison, ça faire sa petite popote et ses petites expériences et peut-être effectivement développer son intuition, ça c'est sûr. Il y a le savoir-être et c'est quelque chose, c'est bien quand on est guidé, je pense, sur ça. C'est quand même pas mal parce que ça peut être très très percutant et les communications peuvent aussi venir nous chercher chez nous. Il n'y a pas que chez l'autre. Il y a aussi ce que ça nous renvoie de nous. Parfois, les animaux, ils parlent et puis ils se retournent, ils me font «Eh, t'as compris?» Et bien sûr, j'ai compris, parce que j'ai bien entendu que ce que je suis en train de recevoir comme message, ça vient me toucher profondément. Et donc, c'est pas qu'un message destiné à l'autre, c'est aussi un message destiné à nous. Et si on n'a pas travaillé sur nos blessures, si on n'a pas travaillé sur nous, si on n'a pas compris ce qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est encore une fois cette histoire de la connaissance de soi. Mais ça arrive pas en douceur, ça arrive de façon ultra percutante et ça peut être aussi difficile de le vivre. Donc, je sais pas, moi j'ai une blessure d'injustice et puis je vais aller communiquer avec un animal qui a été abandonné. Est-ce que je vais être neutre sur ma vision des choses? Est-ce que je vais réussir à être sur une posture neutre dans la mesure où c'est insupportable pour moi que cet animal est forcément victime de sa situation? Il est forcément une victime, alors que peut-être que dans son chemin de vie, il fallait qu'il vive ça pour rencontrer cette personne et que les choses sont plus sereines. Et si je me mets pas dans ma blessure d'injustice, peut-être que je peux regarder les choses de manière plus neutre. Et tu vois, c'est pour ça que c'est pas juste développer l'intuition, c'est aussi travailler cette posture de l'accompagnant et cette posture juste où à aucun moment notre avis personnel doit interagir avec la communication, parce que sinon on vient perturber ce qu'on reçoit. On vient poser notre avis sur des conditions qui sont pas forcément. Par exemple, moi j'ai l'impression qu'un chat, pour être heureux, il doit aller dehors. Mais peut-être que je peux communiquer avec un animal d'appartement qui est très heureux et qui est très content de sa vie. Mais si moi j'arrive avec ce préjugé, ah ben forcément je suis pas neutre. Est-ce que je modifie pas ce que souhaite l'animal en fonction de mon propre ressenti? Et là aussi, tu vois, c'est là où c'est difficile. Et c'est pas juste développer les voies d'intuition, c'est aussi réussir à se détacher de qui on est, de ce qu'on porte. Et parfois, on n'en a pas conscience. Et pour ça, on parle d'authenticité, mais c'est prendre conscience, tout simplement. C'est pas tout guérir, hein. C'est pas devenir un être qui a plus de blessures ou quoi que ce soit, mais c'est avoir bien conscience que ce sujet, il va venir me chercher parce que c'est encore un peu chaud pour moi en ce moment parce que je traverse ci ou ça. Il faut que je prenne de la distance quand je vais communiquer pour être vraiment dans ma posture. Peut-être j'entendrai un message pour moi et ça me fera grandir, mais en aucun cas ça doit interagir sur ce que je reçois. Ouais, donc garder cette capacité de recul pour essayer d'avoir une forme de neutralité, même si par essence on n'est pas neutre puisqu'on est ce filtre. Non, par essence, forcément on modifie quelque part, mais le but c'est d'essayer de le modifier le moins possible et d'essayer d'être le plus neutre possible dans ces échanges pour permettre à ce que la personne reconnaisse son animal. Et quand elle reconnaît son animal à travers le message, là on sait que quelque part on a réussi, puisque que ce soit à travers, je disais, l'intonation, ou ce qu'on décrit, ou ce qu'on va dire, ou dans les mots qu'on va employer, il y a des choses qui vont venir percuter. C'est qu'on a réussi à prendre cette distance. Alors, j'ai envie qu'on aborde peut-être pas un dernier, mais un avant-dernier sujet autour des enfants, puisqu'on parle souvent des enfants comme étant parfois plus sensibles que nous, très authentiques, puisqu'ils sont pas dans la triche ou dans le mental ou dans l'intellectualisation des choses. Je sais que tu peux travailler avec eux. Moi, j'ai envie de te poser deux questions. Comment aborder le fait qu'ils ont finalement cette connexion peut-être de manière beaucoup plus directe, plus simple, plus authentique? Et qu'est-ce que toi, tu as appris auprès des enfants? Alors moi, je pense que dans la transmission auprès des enfants, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les enfants de la lune, qui sont des contes où à la fin il y a des méditations. Je me suis beaucoup questionnée sur comment on pouvait transmettre aux enfants. En fait, il s'agit pas de transmettre aux enfants, il s'agit juste de leur dire regarde ce que tu as en toi, tu sais ce qui est juste. Et ils ont cette forme de sagesse ou de vérité, mais sans l'idéaliser non plus, hein, attention, parce que on entend aussi l'enfant il sait tout. Non, l'enfant il sait pas tout. Il doute comme nous, c'est pareil aussi. Il a pas forcément confiance en lui.
on va avoir des personnalités d'enfants qui vont être très sensibles mais qui vont avoir du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. On va avoir des enfants qui sont trop sûrs d'eux et qui faut peut-être pas trop renforcer justement trop ça non plus, parce que ça pourrait donner à un moment donné, il y a dans le développement d'enfants, il y a quand même cette idée de la prise de pouvoir, un peu cette pensée fantastique qui fait que je pense et donc je crée. Alors on le retrouve par exemple sur la pathologie. Tu vois, tu as un enfant qui est malade et le frère ou la sœur, il avait décidé quelque part dans sa tête un jour que il aimerait bien que son frère ou sa sœur disparaisse. Et puis le frère ou la sœur tombe malade et il y a une part de lui qui se dit c'est parce que je l'ai pensé. Tu vois, donc il faut faire très attention aussi avec les enfants dans cette pensée magique, ce qu'on appelle la pensée magique, parce que ça peut les amener dans des choses pas forcément de leur âge et des choses compliquées. Donc ça serait, moi je pense que l'axe avec les enfants, c'est de pas trop parler non plus, de mettre nos mots à nous d'adultes sur l'ésotérisme et tout ça, pas parler de choses qui peuvent faire peur, les ramener, comme j'ai dit tout à l'heure avec les adultes, à leurs sensations. Et oui, ils y reviennent beaucoup plus vite que nous, par contre. Toi, de quoi tu as envie? Toi, de quoi tu as besoin? Et entraîner ces enfants et les aider à qu'est-ce que tu ressens? T'as vu, on est dans ce lieu. Comment tu te sens dans ce lieu? Et moi, je remarque que mes enfants, sans les saturer d'informations, juste, je respecte ce qu'ils ressentent et je les écoute quand ils disent, je me sens pas bien dans cet endroit. On en parle. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Apprendre à décrire ce que je ressens, ce qui se passe dans mon corps, c'est déjà énorme en fait. Et là, quand tu es avec les animaux, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que tu et petit à petit l'ouvrir vers l'autre en fait, parce que pour eux c'est pas si difficile de ressentir l'autre, mais c'est encore une fois ne pas perdre le contact avec soi-même et dans le rapport à l'autre, finalement, on se rend compte que c'est très lié aussi à leurs relations entre enfants qui sont pas forcément simples et tendres non plus, et le développement de l'empathie. Donc, il y a des axes hyper importants qu'on peut développer grâce aux animaux, et c'est pour ça que c'est autant utilisé en thérapie, et réguler aussi les relations avec les autres. Parce que quand les enfants comprennent que le problème de l'autre, c'est son monde à lui, et que c'est pas forcément en interaction avec leur monde à eux, et que chacun vit son propre univers et ses propres défis, bah, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'empathie pour l'autre et pour ce qu'il traverse, et de se dire en fait ça m'appartient pas, et donc de trouver une distance aussi par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Et souvent les enfants souffrent énormément de la souffrance animale. Ils sont directement impactés par tout ça, mais parce que il n'y a pas de filtre en fait chez eux, il n'y a pas de protection. Et peut-être c'est leur apprendre aussi à se mettre eux-mêmes aussi dans leur propre bulle, plutôt que d'être tout le temps en train d'ouvrir et développer, de se connecter. La connexion, ils l'ont, c'est comment je maintiens moi mon propre univers et ma propre petite météo intérieure. J'apprends à être bien à l'écoute de moi, parce que je suis dans une classe de 30 où forcément je suis tout le temps en train de partager les énergies, les émotions des autres, et c'est beaucoup quand même. Et donc c'est peut-être leur apprendre à faire des petits sas de décompression, leur montrer que s'ils vont dans la nature, bah, ils se sentent mieux. Et c'est déjà en soi plein d'étapes pour construire, et peut-être utiliser des supports pour effectivement aider à aller vers l'intériorisation, mais ils y arrivent très facilement, et ils sont très contents qu'on leur donne des clés en fait, et ils ont vite conscience qu'ils sont gagnants aussi dans la relation à l'autre. Donc c'est un peu le but de ce roman là, de ces histoires, Les Enfants de la Lune. Ça parle d'enfants qui vivent des difficultés relationnelles et comment le rapport avec l'animal ou avec le monde végétal peut les aider à mieux réguler leur monde intérieur et le monde autour d'eux, et les émotions et ce qui se passe, parce que la vie elle est difficile, et on ne sait pas toujours mettre des mots pour accompagner les enfants, mais parce que les adultes savent pas parler de leurs émotions. Donc on en revient quand même là, c'est-à-dire oui, l'animal il vient de mourir, le chien de la famille il vient de mourir. Oh, comment on va faire pour le dire? Ben, avec des mots simples en fait. Il est mort, je suis triste, tu as le droit d'être triste. Et on se rend compte qu'on a du mal à aller là-dedans en fait. Et parfois, encore une fois, on est trop compliqué. Et les enfants, ils ont besoin de simplicité et de vérité. Ils sentent énormément quand on est sincère avec eux. Et surtout, ce qui les perturbe, c'est la dissonance. C'est pour ça qu'ils aiment autant les animaux, parce que les animaux, ils sont pas dissonants, ils sont vrais, ils sont eux, ils ont une sensation, ils sont eux. Et donc avec les animaux, ils arrivent à être eux-mêmes.
Ils arrivent à exprimer leurs vraies émotions. Alors que le monde des adultes porte des masques et ça, ils arrivent très vite à sentir que l'adulte, entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent vraiment, il y a deux choses. Et donc, c'est peut-être les inviter ou inviter déjà, si vous avez des enfants à la maison, vous inviter à exprimer ce que vous ressentez vraiment. Pas cacher que vous êtes triste, par exemple, en essayant de porter un masque de joie, parce que l'enfant, il sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, et ça va l'inquiéter. Et c'est lui apprendre à dire ce que vous ressentez, parce que lui, ça lui apprend à devenir un adulte qui va exprimer ses émotions et qui va pouvoir dire, c'est ok, en fait, j'ai le droit d'être triste, ce soir, je suis triste, mais c'est pas toi, ou c'est pas lié à toi, j'ai ça m'arrive en ce moment, c'est compliqué au travail. Et donc, quand je rentre le soir, c'est un peu difficile pour moi, j'ai du mal à être avec toi, j'ai du mal à être dans la joie avec toi. Peut-être on peut faire un truc ensemble. Peut-être que ce soir, j'ai besoin d'un temps tout seul. Et pour l'enfant, c'est beaucoup plus facile de comprendre le monde qui l'entoure si déjà les adultes autour d'eux parlent correctement de ce qu'ils ressentent. Et c'est déjà en soi le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire. Ouais, en fait, souvent on a l'impression, alors je suis pas, peut-être que je serai père un jour, mais on sent souvent que les parents ont envie de bien faire finalement en essayant de protéger leurs enfants, et c'est une forme de maladresse et j'allais dire de manière d'essayer de les protéger, mais qui est une forme de maladresse parce que finalement ils vont venir connecter chez l'enfant une crainte plus forte en se disant, bah je vois bien qu'on me cache des choses et que je ressens des choses différentes par rapport à la situation. Et ça va plus loin. Parfois, justement, c'est quand je travaille dans le transgénérationnel, ça allait jusqu'au secret de famille. Mais il faut pas avoir peur de dire et d'utiliser des mots simples. Moi, je sais que j'utilisais avec mes enfants. Parfois, je rentrais de journées où effectivement, quand je suis en journée de formation, énergétiquement, émotionnellement, physiquement, le soir, je suis pas dans l'écoute. Je suis fatiguée. Et leur expliquer que moi, en fait, là, pour l'instant, j'ai les poubelles de tout ce que j'ai reçu dans la journée à trier et que je vais pas pouvoir accueillir les leurs. Et donc, je leur explique, mais parce que quelque part, moi, si je pose ma limite, eux, ça leur apprend aussi à poser leurs limites. Si on est tout le temps en train de prendre sur soi, on va construire des adultes qui vont être tout le temps en train de prendre sur eux. Donc après, ben, on le voit aujourd'hui, nos problématiques de société, de burn-out, de gens au travail qui vont bien au-delà de leurs limites. C'est pas un problème de dire, là, moi, en fait, je peux pas accueillir. Ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut dire que je peux pas accueillir dans l'instant l'émotion que tu es en train de m'envoyer parce que moi-même, je suis en saturation. Donc, je te propose que chacun en prenne un temps pour soi et après, on se retrouve et je serai plus présente pour toi d'une certaine manière. Et en fait, c'est aussi du coup permettre à l'enfant de comprendre que lui aussi, il a le droit de dire à l'autre, en fait, moi, ça y est, là, c'est bon, tu prends trop d'espace pour moi ou tu es trop présent parce que dans les amitiés, c'est complexe aussi, les amitiés des enfants. Il y a des personnalités, il y a des enfants qui se font un peu manger entre guillemets par les personnalités plus fortes d'autres et les enfants hypersensibles ont parfois du mal à poser le cadre. C'est très compliqué pour eux parce ils arrivent à ressentir par empathie la peine de l'autre. Donc ils veulent pas faire de la peine à l'autre. Donc ils vont pas poser leur cadre ou leurs limites pour pas faire de la peine à l'autre. Donc ils vont s'oublier. Et souvent c'est par mimétisme avec les parents en fait. Et donc, on a souvent des parents hyper gentils, qui posent pas le cadre, etc. Et à côté, en face, on a des gamins qui, eux, ont des parents qui ont peut-être des fortes personnalités, qui ont aucun souci à poser le cadre. Et ça crée des espèces de paradigmes complètement différents. Et pour ces gamins hypersensibles, ça peut devenir très, très compliqué de vivre le quotidien, voire anxiogène d'aller à l'école. Et donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, aussi, dans la famille, à un moment donné, de s'autoriser à exprimer toutes les émotions, de s'autoriser à les verbaliser. Et c'est pas forcément de la meilleure façon. Ça veut pas dire être un parent parfait. Ça veut dire, OK, là, j'ai explosé, il s'est passé ça, viens, on en reparle. Et moi, ça arrivé là parce que tu vois, j'étais déjà là. Et quand t'es venu, t'as appuyé et en fait, j'étais déjà à débordement. Et exprimer aussi que l'animal a ses limites. Le nombre de morsures qu'il y a de chiens parce qu'en fait, les parents n'apprennent pas aux enfants la limite de l'animal. C'est pas une peluche, en fait, l'animal. Donc, je pense aussi que nos animaux sont vraiment de super enseignants pour montrer aux enfants le respect, l'espace et le consentement et tout plein de choses qu'on peut en prendre aux enfants grâce aux animaux. Mais pareil, grâce quand on est à l'extérieur, je pense que c'est ce qu'on peut transmettre dans notre quotidien. C'est pas vraiment un enseignement, c'est le quotidien. Moi, mes enfants, au début, me cueillaient les fleurs pour me les ramener. Puis à un moment donné, je leur ai dit, en fait, moi, ça me rend plus heureuse de voir une fleur dans son état naturel. Donc, si tu vois une jolie fleur, bah, ça me fait plus plaisir que tu m'amènes et que tu me la montres et on la regarde ensemble, mais t'es pas obligé de l'accueillir.
Et ils m'ont trouvé un peu bizarre. Et maman, elle est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Maintenant, ils ont compris qu'ils cueillent pas la fleur. Et ils ont compris qu'en fait, c'était plus vivant comme ça et qu'on n'avait pas besoin de cueillir. Mais c'est des enseignements, c'est des petites choses où on plante des graines au quotidien. Une fois, j'étais en forêt, il y avait un monsieur, il était avec un drone, avec ses enfants, et il s'amusait à aller voir les nids d'oiseaux en haut du drone, avec son drone. Et je me dis à quel moment il explique à ses enfants que peut-être que si la femelle, elle est dérangée dans son nid, elle revient pas, et donc elle abandonne le nid. Et tu vois, c'est ce genre d'enseignement où bah, je me dis là, on a un problème parce qu'en fait, on n'a pas de respect. On a un outil, on est dans la nature et en fait, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quelque chose de complètement contraire. Et ça, les enfants, ils sont sensibles et quand on leur montre des choses comme ça, ils sont souvent très touchés. Ils ont une envie naturelle et une propension naturelle à l'écologie, à la conscience. Il n'y a pas beaucoup à faire pour les aider. Je pense que c'est surtout les déculpabiliser parce que par contre, on peut être très culpabilisant dans nos discours, les adultes. Et puis, c'est les enfants qui sauveront la planète, c'est bien gentil, mais donc nous, on continue à faire n'importe quoi et vous, on vous laisse tout le bazar et c'est vous qui sauverez la planète. Non. Ça, c'est horrible, en fait, comme discours. C'est, voilà, chaque petit pas compte. Si toi, tu Oui, puis sens ils que t'as apprennent par besoin de mimétisme faire. énormément. Donc il faut que nous, Exactement. on change nos comportements pour leur donner l'exemple de naturellement faire les choses différemment pour eux. Oui, puis je pense qu'il faut enlever la culpabilité. On a une écologie très culpabilisante. Et l'écologie, elle vient par la reconnexion au vivant. Parce qu'à partir du moment où je me reconnecte au vivant, j'ai forcément envie de le protéger. C'est pas quelque chose qui doit être injonctif, où il faut pas, où on a recréé des règles et on a recréé des peurs. En fait, c'est dès qu'on reconnecte les personnes au vivant, on se rend compte qu'il y a une conscience de la planète qui vient automatiquement. Donc en fait, pour moi, c'est la plus forte écologie, c'est celle-là. Et elle vient de cette reconnexion. Alors, on a beaucoup parlé de communication animale, un tout petit peu de communication végétale. Là, on a parlé d'enfants et de formation autour de leur capacité. Moi, je serais curieux de savoir si tu as rencontré dans toutes tes formations ou à travers tous les thérapeutes que tu as pu rencontrer ou avec qui tu as pu échanger, s'il y avait des personnes qui étaient capables d'avoir des communications, on va dire, de ce type-là, non verbales, télépathiques avec d'autres humains. Bien sûr, on peut communiquer aussi entre nous de cette même façon, puisqu'on est des animaux quelque part, hein, on fait partie du monde du vivant. Donc la communication animale nous ramène énormément à mieux comprendre l'autre. Moi, je communique beaucoup de cette manière avec les humains, mais ça se développe chez mes élèves. En général, ils prennent conscience vite que ça s'arrête pas du tout en fait aux animaux et que c'est valable pour tout être vivant. Et notamment, j'en ai qui l'utilisent avec les bébés. Donc c'est très intéressant avec les bébés puisqu'ils n'ont pas encore accès à la parole, ou avec des personnes handicapées ou des personnes qui sont dans des situations où, dans le coma ou etc., qui n'ont pas accès à la parole. Donc ça peut effectivement être des pistes aussi pour développer la télépathie. De la même façon, c'est un outil en fait télépathique et ça s'arrête pas aux animaux. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, dans quel cadre on le fait pour les humains et quel est l'intérêt d'aller communiquer par télépathie avec un humain. Parfois, on le contrôle pas. On va avoir un message télépathique d'une personne qu'on aime bien. Et ça arrive un peu à tous. On va penser à quelqu'un, il va nous appeler. On va penser, on va le croiser. On est déjà en train de le faire quelque part tous et on communique beaucoup. On est très reliés, en fait, les humains. Et c'est pour ça aussi qu'on peut être reliés à travers les peurs. On parlait des peurs tout à l'heure et ça renforce nos peurs. En fait, la peur de l'araignée, comme on a énormément à avoir peur des araignées, qu'on est tous reliés entre nous, bah, ça renforce la peur. Et c'est encore plus difficile d'aller au-delà. Donc c'est pour ça que ça crée des fois des espèces de barrières entre ce qu'est réellement l'animal et ce que nous on perçoit. Et c'est renforcé par notre lien collectif entre nous. Le requin, tu vois, dès qu'il y a eu Steven Spielberg qui a sorti son film, il y a des gens partout dans le monde qui se sont mis à avoir peur des requins, alors que a priori ils en verront jamais de leur vie. Et ces peurs ont renforcé la peur du requin. Et donc, il y a énormément de gens qui ont une terreur d'aller dans les eaux profondes, qui ont ces images qui les ont marquées. Et c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Donc, dans l'inconscient collectif, on nourrit aussi des relations aux animaux en fonction de notre culture, en fonction de nos croyances, en fonction de nos pensées. Et parfois, je trouve que l'outil de la communication animale est intéressant parce qu'il permet d'aller au-delà. Par exemple, quand tu communiques avec le requin, bah, il est plein d'amour.
et plein de douceur. Et presque un peu triste qu'on lui renvoie systématiquement nos peurs. Il est ce qu'il est. Ouais, ouais, comme tu dis, c'est de l'inconscient collectif. C'est comme la peur de l'avion sur d'autres sujets. En fait, on fait la une dès qu'il se passe un événement sur un sujet et ça crée une peur collective qui est assez forte en fait derrière. Oui, c'est pour ça que c'est important d'avoir des ressources fortes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est nourri en permanence de peur, que ce soit au niveau des infos, ça fonctionne systématiquement comme ça, en fait, on fait peur. Cette peur collective permanente, elle nous déconnecte encore plus aussi. Parce que la peur s'oppose à l'amour. Et donc, si je veux être aussi dans une relation avec le vivant, une relation d'amour avec les êtres qui m'entourent, je peux pas être dans la vibration de la peur. Et donc, ça peut être aussi une vraie ressource pour arriver à sortir parfois de ce climat anxiogène qui est permanent depuis des années et qui est difficile à vivre pour beaucoup de personnes sensibles. C'est très dur. Donc, je trouve que c'est une excellente ressource aussi. Aurore, pour peut-être conclure ce podcast, j'ai envie de te poser une dernière question qui a été en filigrane pendant forcément tout l'échange, puisque c'est très en lien avec tout ça, et qui va peut-être aller explorer ou sortir un peu du bocal pour certaines personnes sur le sujet de la conscience. Alors, je ne sais pas quelles étaient tes croyances avant d'aller dans tout ce chemin-là. Qu'est-ce que ça a changé pour toi et comment est-ce que tu définirais ce qu'est la conscience finalement aujourd'hui? Je pense que ça a été un chemin d'expansion, comme je disais, de recréer aussi un univers différent sans le figer. Je pense qu'on a une forme de plasticité dans la conscience et qu'on peut élargir notre champ de conscience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je trouve que plus la conscience s'élargit, plus elle s'élargit en fait. C'est un peu, tu sais, la vision de l'œil. Des fois en science, plus tu avances et plus tu te rends compte que tu sais rien. Et en fait, l'expansion du champ de conscience, elle amène ça. Elle amène. Moi, j'ai cette sensation que j'enseigne. En fait, plus j'avance et moins je sais, et plus c'est grand en fait ce qu'il y a à explorer. J'ai vraiment cette sensation là. Et que parfois c'est dur de lâcher encore, d'aller encore plus loin dans cette expansion pour se rencontrer et mieux comprendre comment fonctionne tout ça. Ça demande vraiment de lâcher. Et je ramènerais ça à une forme de gymnastique, cette histoire de plasticité. Et c'est en fait s'entraîner à changer de point de vue, c'est un début de gymnastique en fait. Et ce début de gymnastique, il amène une ouverture de conscience et une ouverture de cœur. Et petit à petit, ces deux communiquent ensemble et on se rend compte que ça devient plus facile de jongler et d'aller voir ce que pense la menthe religieuse, ce que pense la grenouille de son monde, comment le phasme il voit son monde et de lâcher un peu notre vision à nous et d'aller explorer d'autres mondes. Et ça ouvre le champ de conscience effectivement. Euh, Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ouais, ouais. En fait, ça a soulevé une autre question. C'est toujours le problème. Est-ce que toi, à titre personnel ou à travers des personnes qui sont sur ce même niveau de compétence, tu as été confronté à des gens qui étaient en communication avec des animaux décédés? Est-ce que dans ton expérience personnelle, c'est intervenu ou pas? Oui, ça fait partie de mon champ de compétences, de ce que je transmets, la communication animale avec les défunts. Ça a aussi demandé à ce que je sorte un peu de mon champ de croyances. Je me rends compte que c'est possible. C'est comme si dans le champ vibratoire, tout était encore présent. Donc on parle un peu de quantique, mais rien ne disparaît. Et finalement, tout est encore là. Et donc, c'est pas parce qu'on quitte le corps que la vibration n'est plus là. Et on peut se relier effectivement aux animaux défunts. Et c'est quelque chose que je transmets aussi. Alors, effectivement, ça peut sortir un peu des rangs par rapport aux explications, les émotions, etc. Là, effectivement, c'est un peu moins rationnel, mais pour autant, on est quand même en train d'avancer énormément sur les champs quantiques et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas et d'informations qui restent présentes. Et donc, on a cette capacité à communiquer effectivement avec les animaux défunts. C'est extrêmement fort, extrêmement intéressant de parler avec eux. Et ça m'a aussi apporté énormément de réconfort sur l'après-vie. Pareil, sans chercher à le trop comprendre. Ça, c'est vraiment ce qui est beaucoup ressorti.
cherche pas à comprendre, ressent. Et quand on ressent, et quand on se place vraiment dans ce qu'on ressent, il y a une forme de détente et d'apaisement qui est tellement intense que souvent, parfois, on peut s'endormir quand on fait les communications avec les animaux téléphone, tellement on est détendu. Et donc, je me suis dit, en fait, ça va. Partir, c'est doux. C'est ce que ça m'a apporté sans chercher à comprendre forcément. Parce que des fois, les gens nous posent des questions très précises. Est-ce qu'il est avec un tel? Est-ce qu'il est avec un tel? Est-ce que je retrouverai? Est-ce qu'il va être ça? Est-ce qu'il va se réincarner? Et là, pareil, je me méfierais beaucoup de toutes ces vérités toutes faites. Moi, je transmets ce que je reçois. Parfois, je reçois des choses en lien avec ça. Parfois, non. Et j'ai pas cherché à me dire le pourquoi du comment. Ça dépend. Je prends ce qui vient. Merci pour ta réponse. Aurore, un grand merci pour cet échange près de 2 heures qui était pour moi passionnant. Vous nous direz évidemment en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je mettrai bien sûr le lien de tes différents ouvrages et de ton site internet en description. Un grand merci, Ok. Aurore. Merci César de m'avoir donné la parole et puis merci à nos auditeurs et n'hésitez pas surtout voilà à mettre en commentaire peut-être ce qui vous aura posé ou suscité question. C'est toujours intéressant. Merci Absolument. beaucoup.